J'avais commencé à faire des recherches de levée de fonds. Bon, globalement, ça n'avait pas marché. Et les mecs te disent le fameux too early. Et puis là, j'étais comme un fou. Je suis rentré dans Bitcoin, à trader Bitcoin. Et après, j'ai commencé à en parler à Amundi. Alors là, ça a été le drame, si tu veux. Ça, c'est... Ah, tu leur parles pas de crypto en 2016. Hein. Ah bah ça, c'est clair que c'était fou, quoi. Là, en fait, il faut que je commence à me renseigner sur ce que c'est. Et c'est là où j'ai vraiment identifié le côté révolutionnaire. Mais je me suis dit, à cette époque-là, que potentiellement, il pouvait y avoir un nouveau Bitcoin. C'est là où je me suis intéressé aux altcoins. Le problème des altcoins pour moi, c'est que souvent, il n'y a pas vraiment d'utilité. Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire que l'utilité n'est pas encore démontrée autre que faire du rendement. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la DeFi, c'est pas une utilité. Moi, Jonathan, bienvenue. Eh bien, merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. On s'était pas croisés. J'ai jamais eu la chance de venir à Surfin pour l'instant. Voilà. Eh bien, écoute, il n'est pas trop tard parce qu'on a un nouveau format Tour de France, mais on en parlera, j'imagine. Faut que je passe là, le dernier format m'a bien hypé. Bon, Jonathan, tu peux rapidement nous expliquer globalement qui es-tu, quel est ton parcours scolaire aussi, c'est assez intéressant. Ah oui. Qui est la personne derrière Stackinsat? Alors, vaste question, parce qu'effectivement, si on doit remonter depuis le primaire, on en a vraiment pour 3 heures, quoi. Non, allez, on peut commencer post-lycée, si tu veux. Bon, oui, tu veux. Non, en 2 mots, j'ai 39 ans. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 24 ans. J'ai créé plusieurs entreprises dans ma vie. La première entreprise que j'ai créée s'appelle WeSave. C'est une plateforme de gestion de patrimoine qui a été rachetée par Amundi en 2018. Puis j'ai déménagé à Biarritz, où j'ai créé donc 2 nouvelles sociétés, donc Stackinsat, le plan épargne Bitcoin, mais bon, ça on en parlera un peu plus en détail, et Surfin Bitcoin que tu connais et qui est, je pense, une des marques les plus connues en France autour de Bitcoin, notamment sur la pédagogie et l'éducation. Voilà pour les dernières années. Et mes premières années, alors si on remonte au lycée, donc moi en fait je suis originaire de Guadeloupe. J'ai fait donc mon collège et lycée en Guadeloupe. J'ai toujours voulu bosser en finance. Donc j'ai eu un bac S, spé maths. J'ai d'ailleurs été major de promo. J'ai toujours été plutôt bon élève. Et c'est vrai que c'est depuis le lycée, voire même le collège, que j'avais envie de bosser en finance de marché. Ce que j'ai fait, parce qu'après j'ai intégré donc une école de commerce à Paris qui s'appelle l'ESG, École supérieure de gestion, donc à Paris-Saint-Ambroise, et je me suis spécialisé en finance de marché, où j'ai eu un diplôme là-bas, et ensuite j'ai eu un double diplôme à l'université de Créteil en gestion de portefeuille, donc master 2 de gestion de portefeuille. D'ailleurs, je salue Arnaud Tovron, qui était le directeur de ce master et le directeur de l'IAE de Créteil, avec qui je suis resté très proche en plus. Voilà, donc petit clin d'œil fait à Arnaud. Derrière, j'ai intégré, et c'est là où j'ai commencé ma carrière vraiment, j'ai intégré la Société Générale en salle des marchés, où je m'occupais de vendre des produits de gestion alternative. Donc j'étais chez Lyxor, plus exactement, je ne sais pas si ça te parle. Ça me parle un petit peu, ouais. Voilà, donc Lyxor, c'est le leader des ETF en Europe. Et bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler, qui a été racheté par Amundi il y a quelques années, en fait. Ok, intéressant. Et tu portes... Est-ce que la finance de marché, c'est ce à quoi tu t'attendais depuis que tu voulais commencer à en faire? Alors, oui, franchement, moi, en plus, je suis un mec un peu hyperactif. J'aime bien l'excitation, j'aime bien le stress, j'aime bien l'adrénaline. Bon, c'est un peu cliché, mais effectivement, tous ces éléments-là, je les ai retrouvés dans toute ma carrière, en fait. Que ce soit voilà, en tant que vendeur de produits de gestion alternative chez Lyxor ou entrepreneur, là, tu peux pas être au mieux de l'excitation, de l'adrénaline, du stress. Mais en même temps, voilà, ma vie est un film. Hein, donc j'ai vraiment beaucoup d'anecdotes. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, même peut-être trop. Mais oui, effectivement, j'ai un parcours assez atypique. Sachant qu'une fois que j'ai vendu la boîte à ma première entreprise à Amundi, du coup, en 2018, je suis devenu aussi business angel, où j'ai investi dans plusieurs startups. Voilà, avec plus ou moins de réussite, hein, évidemment, comme toujours. Mais voilà, alors je ne sais pas si
Ma présentation te suffit si tu veux qu'on Parfait. approfondisse. C'est parfait. Tu as ouvert plein de portes à droite, à gauche, là, Voilà. qu'on va pouvoir explorer. Mais je reviens juste avant sur tout ce qui est salle de marché, parce que c'est un peu un fantasme. Et je sais qu'il y a aussi pas mal d'étudiants qui regardent les vidéos. J'avais discuté avec Xavier Delmas, justement, qui a à peu près le même âge que toi. Je pense qu'il est quand même un peu plus âgé. Mais vous êtes globalement de la même génération. Et lui, il m'a dit qu'à l'époque, c'était entre guillemets, presque ce qu'on voyait dans le Loup de Wall Street, les salles de marché. Maintenant, c'est devenu un peu plus numérique, un peu plus geekifié, tu vois. C'est plus calme. Mais avant, c'était, de ce que j'ai compris, un peu le chaos quand même. Moi, pour le coup, c'était aussi un des points qui m'a fait venir dans ce monde, parce qu'en gros, bah forcément, j'ai été inspiré par les films de l'époque. Et moi, en fait, celui qui m'a inspiré le plus, c'était Rock Trader. Je sais pas si tu as vu ce film avec Ewan McGregor. Ouais. Et effectivement, donc, quand tu vois des scènes de ce film, bon, clairement, moi, quand j'étais en salle de marché, c'était pas vraiment ça non plus, parce qu'on était déjà à une époque quand même largement informatisée où j'étais en salle des marchés. Mais tu avais quand même ce côté ultra excitant, tu sais, une sorte de bruit de fond, de chaleur, d'énergie extrêmement marquée, et avec surtout les écrans. Et ça, effectivement, c'était ouf, tu vois. Donc, de voir bah, tous les mecs avec leur téléphone, les écrans, etc. Et ça, pour le coup, c'est pas trop cliché parce que c'est vraiment comme ça. Alors, ça dépend parce que, surtout à la Société Générale, tu avais donc les salles des marchés qui étaient évidemment thématiques. Et celle qui était le plus impressionnante, c'était le Forex. Parce que moi, du coup, j'étais en Delta One, donc on va dire que c'était un peu moins exotique. Mais le Forex, c'était parce que c'était vraiment le plus gros marché où tu as les plus grosses positions. Et là, tu as les mecs les plus énervés, quoi. Et, Ouais. ouais. Ça devait hurler, hein. Je pense Ouais, que... franchement, c'était assez impressionnant. Mais bon, après, honnêtement, à cette époque-là, je bossais vraiment beaucoup. Je faisais voilà, du 8h30, 9h jusqu'à 21h. C'était à La Défense. Si tu veux, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le pire endroit sur Terre, hein, vraiment La Défense. Alors qu'à l'époque, si tu veux, j'étais tellement omnibulé par mon taf que j'étais très heureux d'aller tous les matins à La Défense, de prendre le RER A à Châtelet, si tu veux. D'ailleurs, je pense que je peux en faire des cauchemars aujourd'hui de ce RER A. Ah, en plus, à 7 heures, là, bien blindé dans le Ah ouais, froid. ouais, voilà, bah, c'est exactement. Et je pense Mm. qu'aujourd'hui, ça va être pire qu'avant, d'ailleurs. Ouais. Donc, mais bref, en tout cas, oui, c'était les années salle des marchés étaient vraiment très passionnantes et je regarde un très bon souvenir. C'est marrant ça. On a tous un film qui nous a bloqué. Moi, c'était Margin Call en Ah film. oui, Margin Call aussi. Alors, Margin Call qui est un peu plus technique, Ouais. un peu moins, on va dire, scénarisé à la hollywoodienne, si tu veux, Ouais. mais effectivement, très très bon film. Margin Call, fou. Il pose une caméra, salle de réunion, et Ouais, c'est que des banquiers d'affaires qui parlent. Et l'ambiance est folle. c'est ça, c'est L'ambiance est ça. folle. Mais effectivement, c'est un peu ça, il faut dire, c'est un peu ça, hein, c'est un peu cliché. Mm. Là, mais effectivement, en tout cas, à mon époque, c'était ça. Je sais pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Ça fait le vieux con qui parle, mais je sais pas du tout si c'est toujours la même atmosphère, si c'est toujours le même style. Ben, D'ailleurs, j'ai plus trop de contacts, je suis en train de me dire, en salle des marchés pure. Donc, je ne saurais même pas te dire, en fait. ben, écoute, j'y suis pas allé, mais j'ai quelques potes qui bossent et de ce que j'ai entendu, c'est quand même bien plus calme, entre guillemets. Les gens pourront nous confirmer parce que j'y étais pas, mais c'est beaucoup plus numérisé, quoi. Donc, plus calme, plus rapide dans les communications, assez normal. Ok, donc très intéressant. Et comment tu as switch vers l'entrepreneuriat? C'est quoi, tu t'es dit, Alors, je me capte que c'est eh ben, bien. en fait, c'est une bonne transition parce que, en gros, moi, si tu veux, dans ma vie, j'étais pas du tout destiné à devenir entrepreneur. Moi, tu vois, j'avais fait des études, j'étais très bon élève. J'ai intégré la Société Générale plutôt dans un très bon poste. Donc, si tu veux, tout me destinait à rester là-bas, quoi. Hmm. Et sauf que, évidemment, tu es au courant de cette histoire, mais on a eu quand même l'histoire Kerviel. Ouais. Et à cette époque-là, évidemment, pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, Jérôme Kerviel, trader Delta One à la Société Générale, avait une pause de 50 milliards, donc ce qui est évidemment colossal. Et bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire, mais globalement, ses supérieurs s'en sont rendus compte et la direction a décidé de liquider la position sur une perte du coup de 4,9 milliards. Et donc ça, c'était début 2008, si je ne dis pas de bêtises.
Et bah, forcément, suite à cette perte colossale, bah, ils ont dû commencer à faire un peu le ménage et du coup à licencier un certain nombre de collaborateurs, dont j'ai fait partie. Et j'ai pris finalement un chèque, alors c'est pas non plus un énorme chèque, hein, mais de quoi, on va dire, redémarrer rapidement. Et en fait, moi, j'ai décidé d'investir en fait cet argent dans un algorithme que j'ai développé. Ok. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à la Société Générale et j'ai décidé finalement de mettre en pratique ce que j'avais appris. Et j'ai développé un algo de gestion de portefeuille. Alors, c'est très à la mode en ce moment, mais disons que c'était un peu moins populaire à l'époque, mais effectivement, des algos de trading avec des signaux d'achat et de vente. Parce qu'en fait, depuis, il y a eu plein de trucs à la con, mais bon, ça, on en parlera si tu veux. Mais bon. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, moi, j'avais développé un outil de gestion de portefeuille sous VBA. Alors, je sais pas si ça te parle. Ouais. C'est Ouais. langage de programmation sous Excel. Et bah, j'ai placé en fait une partie de l'argent que j'avais reçu de mon départ de la SG et ça a très bien marché. L'algo a super bien performé et bah, j'en parlais à mes potes et les mecs m'ont dit écoute, comment tu as fait pour gagner autant d'argent aussi rapidement? Et bah, je leur ai dit que j'avais développé un algo, etc. Et donc, c'est en fait à leur donner mes signaux. Ça marchait bien. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi ne pas lancer en fait un outil de gestion de portefeuille en ligne? Et c'est comme ça qu'est née en fait la société Anatech. Ok. Donc ça, c'était en 2010-2011, si je dis pas de bêtises, ça remonte déjà. Et donc j'ai décidé de monter cette société. Ensuite, j'ai décidé de m'associer avec mon prof de proba, dis-toi. Ça, c'est fort. Voilà, ouais, je me suis associé avec mon prof de proba. Donc lui, il était donc prof au master de gestion de portefeuille de l'université de Créteil. Mais il était aussi et surtout le professeur de proba du master El Karoui de Paris 6. Ok. Je ne sais pas s'il existe encore ce master, mais c'était un des masters les plus réputés en trading, en fait, à l'époque. Ok. Et bref, donc le mec, un tueur. Et donc, en fait, je lui ai demandé d'optimiser les paramètres de mon algorithme. Et c'est là où on est rentré. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais dans les algorithmes génétiques et les algorithmes évolutionnaires. C'était un peu le début de l'IA. Parce que là, effectivement, tu as le boom de l'IA aujourd'hui, mais en fait, l'IA existe depuis très longtemps avec des algos de machine learning, etc. Donc, nous, on le faisait, on travaillait là-dessus avec Jacques Printemps, donc prof de proba de l'époque. Donc, on a optimisé l'algo avec des résultats très performants. Et derrière, on a décidé, donc ça, du coup, je te la fais vite, hein, mais donc là, on est déjà en 2013-2014. Et on décide bah, de postuler au concours mondial d'innovation avec des associés. Bon, entre-temps, du coup, j'avais quand même trois autres associés. Et on postule à ce concours mondial d'innovation. Et dis-toi qu'on gagne ce concours mondial. Sur combien de participants? Alors, je ne sais plus combien il y en avait, mais il devait y avoir au moins, je dirais, 1000. Entre 500 et 1000, je ne vais pas dire de bêtises non plus. Et donc, tu avais une centaine de lauréats, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et donc, ça d'ailleurs, c'est public, hein, c'était le concours mondial d'innovation 2030. Et du coup, on a gagné 200 000 euros. Et il y avait, donc, c'était plusieurs catégories. Donc, nous, on a gagné dans la catégorie Big Data. Ouais. Donc voilà, donc on a gagné 200 000 euros en 2014. Et c'est là où, en fait, mon projet a commencé à prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Ouais. Alors qu'avant, c'était clairement un truc un peu confidentiel. Mais effectivement, ça a plutôt très bien marché pour nous à ce moment-là, vu qu'on a eu énormément de notoriété. On a eu, bon, évidemment, les fameux 200 000 euros qui sont toujours bons à prendre, hein, mais c'est surtout l'impact en termes de notoriété. Ça a été très fort. Et derrière, bah, en gros, on a eu énormément de demandes d'investisseurs. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'avais commencé à faire des recherches de levée de fonds. Ouais. Bon, globalement, ça n'avait pas marché. Parce qu'on me disait, ça c'est d'ailleurs le fameux, alors ça les entrepreneurs qui vont écouter vont probablement se reconnaître, mais lorsque tu vas démarcher des VC au début, et les mecs te disent le fameux too early. C'est trop tôt. Donc ça, les fameux too early, je m'en suis pris plein la gueule.
Too early par rapport à ton projet ou par rapport Oui, au... too early, parce qu'ils disent, en gros, les mecs disent, c'est trop tôt, reviens nous voir dans 6 mois, Ouais, ouais. voilà. Est-ce que c'est une façon gentille de dire dégage ou c'est vraiment on peut pas se positionner parce que c'est un peu trop tôt pour nous? Alors, très bonne question. Je pense que c'est un peu bullshit. C'est surtout, en fait, les VC. Voilà, je vais un peu les clash. Mais en gros, les VC, eux, ce qu'ils veulent à tout prix, c'est de l'information. Ouais. Et Ok. eux, ce qu'ils veulent voir, c'est effectivement et de l'information gratuite. Parce qu'en fait, ils jouent un peu sur la cupidité, quelque part, des entrepreneurs, qui, évidemment, eux, sont dans une recherche de fonds. Et le VC, lui, il est dans une recherche de connaissances et d'informations. Parce que lui, il ne peut pas tout savoir sur tout. Ouais. Là, c'est parfait parce qu'il a des entrepreneurs qui sont ultra spécialisés, qui vont les pitcher pendant 1 heure sur un sujet très technique. Et donc, en fait, le VC, lui, il prend l'information, il prend de la connaissance et il le met dans sa base de données. Et du coup, bah, ça lui permet de mieux connaître le marché. Ok, Ça, je pense que intéressant. dans 90% des cas, c'est ce que recherche le VC lorsqu'il t'accepte en rendez-vous. Et ensuite, sur les 10% restants, bah, soit en fait, effectivement, il veut pas être méchant avec toi, il te dit reviens nous voir dans 6 mois. Mais après, je pense que dans certains cas, c'est vrai. Alors, c'est plutôt rare, honnêtement, Mm. parce que si vraiment le mec est intéressé, tu le sens tout de suite. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est vu dans la suite de ma carrière, vu que une fois qu'on a gagné le concours mondial d'innovation, ah bah bizarrement, les mecs qui m'avaient envoyé chier 6 mois plus tôt, bah, ils m'ont rappelé Mm. en disant ah mais du coup c'est vrai que c'est pas mal ton truc, est-ce qu'on peut se revoir, tu vois. Donc Classique. Ouais. j'étais content de les envoyer chier à ce moment-là, si tu veux. Donc ça c'était mon petit ego d'entrepreneur. Euh, mais j'ai réussi finalement à avoir quelques propositions, bah, principalement d'ailleurs de corporate, parce que dans Ok. le monde du VC, tu vois, tu as donc c'est plutôt du private equity, donc des sociétés qui sont spécialisées en investissement, en start-up. Ouais. Et après tu as le corporate venture, où eux, en fait, ils sont pas forcément dans une logique de rentabilité, mais dans une logique d'investissement stratégique. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec nous, où j'ai eu 3 propositions de corporate. Et bon, bah voilà, hein, j'ai pas tué le suspense. On a pris Amundi à ce moment-là parce que Amundi, leader européen de la gestion d'actifs, c'était vraiment un projet industriel. Ils nous ont donné quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Mm. J'ai là, si tu veux, moi j'avais 27-28 ans. T'as une Euh, ce que tu peux euh, dire de combien vous avez pu lever? Je sais pas ouais, si... ouais, si, bah, on a levé quasiment 10 millions. Ok, fort. En combien? En Euh, 2013 du coup? Ouais, c'était alors 2014 exactement. 2014. Alors ça s'est fait après en plusieurs tranches, mais ouais, ouais, du coup on a levé quand même beaucoup, beaucoup d'argent, donc ils croyaient beaucoup au projet. Ils avaient vraiment cette volonté d'aller chercher le B2C, parce qu'Amundi c'est plutôt un producteur de produits financiers et pas un Mhm. distributeur. Ouais. Donc là, nous, c'était justement l'idée d'avoir ce bras armé digital pour Amundi. Bon, bah, globalement, ça s'est bien passé. Bon, il y a eu évidemment des hauts et des bas, il y a toujours hein, en business, mais je garde une très bonne expérience de cette époque. Donc, on est monté voilà, à plusieurs dizaines de salariés. Voilà, une belle boîte que j'ai revendue du coup en 2018. Ouais. Alors là, pour plusieurs raisons. Parce que c'est là où moi j'avais commencé évidemment à mettre un pied dans Bitcoin. Mm. Ça. Et c'est là où on Ouais. va commencer à parler de Bitcoin, si tu veux, à moins que tu veux que je reparle un peu plus en détail de cette expérience. Bah écoute, je suis curieux juste de savoir un peu comment ça se passe quand tu lèves des fonds avec une boîte comme Amundi. Comment ça se passe dans... bon, il y a l'apport financier, mais je pense que tu as d'autres apports aussi. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils te mettent un peu la pression aussi sur certains aspects? Comment ça se passe? C'est quoi qui change un peu dans ton quotidien d'entrepreneur? Alors, très bonne question. Donc, au tout début, si tu veux, nous, alors si je dis pas de bêtises, avant qu'Amundi investisse, je crois qu'on était 6 ou 7 salariés dans la Ok. boîte. Donc déjà, ce qui va changer, c'est une structure par rapport au recrutement, parce qu'en fait, ce que les gens, et c'est d'ailleurs toujours mon problème aujourd'hui, le plus dur, c'est le recrutement, de recruter des gens compétents. Et en fait, c'est extrêmement chronophage de recruter des gens. Et ça, Amundi, pour le coup, ils nous ont été extrêmement utiles. C'est-à-dire qu'eux, ils ont toute leur infrastructure bah, voilà, industrielle de Ouais. grands groupes. Donc, on s'est énormément appuyé sur Amundi par rapport à ça. Donc ça a été vraiment très utile. Ils nous ont aussi structuré par rapport au fait que
Nous, on était un peu foufou, entrepreneurs qui va un peu dans tous les sens. Donc, on va dire qu'ils nous ont cadrés avec un fameux conseil d'administration. Donc là, du coup, c'est tout de suite un peu plus formalise. Enfin, il y a un peu plus de formalisme. Donc, ce qui est un peu stressant, un peu impressionnant au début, je t'avouerai. Surtout que quand ils te convoquent dans les tours à Montparnasse, je sais pas où tu vois où c'est. C'est les grandes tours, là. Voilà, les tours à Montparnasse, juste derrière la gare, d'ailleurs. Ouais. Donc, si tu veux, en plus, nous, on monte directement au dernier étage, là où tu as tous les directeurs généraux, le PDG, etc. D'ailleurs, avec une moquette de 20 cm. Vraiment le dernier. C'est cliché, ah ouais, c'est vraiment extrêmement cliché finance, quoi. Mais bon, moi, j'étais un peu dans ce délire-là. D'ailleurs, à cette époque-là, je mettais des costards cravates tous les jours, d'ailleurs. Et j'avais des cheveux, d'ailleurs, à cette époque-là. Donc, pour aller voir, pour ceux qui sont intéressés, vous tapez mon nom sur Google, vous me verrez avec des cheveux. À cette époque-là, et en costume. Mais oui, c'est beaucoup plus structurant, te cadre. Et j'ai appris énormément sur tous les aspects de politique. Parce qu'en fait, dans ces grands groupes-là, c'est de la politique interne. Tu as des guéguerres en fonction des services, etc. Donc, tu dois essayer d'identifier tes alliés, etc. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant d'un point de vue politique. Alors, ça peut te paraître bizarre de parler politique quand tu es entrepreneur, mais dans des grands groupes comme ça fonctionne énormément en politique. Et tu vas faire attention aux égos. Donc, en fait, ça t'apprend en fait, à faire du business à grande échelle, en fait. Ouais, j'avais vu ça. Il y a un YouTuber qui s'appelle Jocaris, qui est un ancien, justement, je crois qu'il était trader ou quant en banque, qui explique à quel point l'ego, justement, l'ego et la politique dans les banques, à partir du moment où tu commences à monter, tu ne fais quasiment que ça. Lui, il explique, c'est des trucs qui sont normaux quand j'en parle aux gens de la finance, mais tu vois, par exemple, les CC, les copies que tu mets dans les mails, tu les mets dans un ordre précis. Parce que, quand tu mets une copie en mail, tu as la première copie, la deuxième, et après, tu as les 3 petits points là. Et donc, tu fais attention à ce que les 3 premiers soient bien vus par le mec d'au-dessus, le N+1, le N+2. C'est vrai qu'il y a des trucs à la con comme ça. C'est vrai que c'est longtemps que j'avais pas conscience de ça, mais oui, effectivement, à l'époque, il fallait faire attention à ce genre de trucs, etc. Mais en tout cas, c'est plutôt pour moi, une belle expérience où je pense que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris principalement lors de cette expérience. Honnêtement, à la fois d'un point de vue business, parce qu'on a mis en place énormément de choses avec des partenariats aussi B2B2C. Moi, je travaillais aussi avec des gros distributeurs d'épargne. Donc, j'ai négocié des gros contrats à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, ça, c'est très, très formateur. Et Amundi, du coup, tout le soutien qu'il nous apportait à cette époque-là, c'est plutôt positif. Donc non, franchement, énorme expérience. Et donc, ça a été ma première expérience entrepreneuriale, en tout cas. Ok. Et donc après, si j'ai bien fait mes recherches, 2018, revente de WeSave, c'est ça? Voilà, exactement. Parce que c'est vrai qu'entre-temps, on avait rebrandé la marque, parce que donc, la marque, c'était Anatech à l'époque. Donc WeSave, plutôt en mode gestion de patrimoine global. D'ailleurs, en fait, pour la petite histoire, c'est nous qui avons inventé à l'époque le concept d'agrégation d'épargne, ce que fait Finari aujourd'hui. En fait, Finari, quelque part, nous, en fait, et d'ailleurs, c'est en ligne, hein, donc ça, il y a même des preuves. Si vous tapez WeSave Conseil, et ben, vous verrez que cette plateforme ressemble exactement à ce que fait Finari aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, agréger ton épargne à 360 pour ensuite apporter un certain nombre de conseils holistiques. Donc ça avait, tu vois, on était plutôt en avance de phase par rapport au marché, parce qu'effectivement, Finari a explosé avec ce positionnement-là. Mais derrière, voilà, moi, l'idée, j'avais déjà la tête dans Bitcoin, parce que moi, j'ai commencé à regarder Bitcoin fin 2016. Ok. Alors moi, c'était vraiment, non pas d'un point de vue idéologique, parce qu'aujourd'hui, j'ai une énorme idéologie de Bitcoiner maximaliste, mais bon, ça, on y reviendra. À l'époque, j'étais plutôt financier pur, trader, à titre perso, évidemment, que j'investissais beaucoup. Et je me suis intéressé à Bitcoin à titre perso. Donc, j'ai commencé à en acheter finalement fin 2016, début 2017, donc avant le bull run de
de cette époque-là. Et puis là, j'étais comme un fou. Je suis rentré dans Bitcoin, à trader Bitcoin. Et après, j'ai commencé à en parler à Amundi. Voilà, ça a été le drame, si tu veux. Ah, tu leur parles pas de crypto en 2016. Hein. Ah bah ça, c'est clair que c'était fou, quoi. Donc ça, je me rappelle encore, d'ailleurs, la dernière fois que j'ai parlé avec la personne qui a racheté, alors je ne vais pas citer de nom pour pas me mettre dans la merde, mais en tout cas, la dernière personne à qui j'ai parlé de ça chez Amundi, en fait, évidemment, c'est largement moqué de moi, de manière très condescendante, d'ailleurs. Mais bon, voilà, après, l'histoire fait que, en plus, ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est que Amundi, en fait, s'inspire énormément de BlackRock dans leur stratégie d'entreprise. Et de voir qu'en fait, c'est quelques années plus tard BlackRock qui a lancé son ETF et qu'Amundi, finalement, là, commence un peu à changer d'avis alors qu'on est en 2025, même si officiellement, Bitcoin, c'est toujours persona non grata chez Amundi et Crédit Agricole aussi, parce qu'évidemment, Amundi est filiale de Crédit Agricole. Donc ouais, ça a été assez drôle de voir comment à cette époque-là, les gens, en fait, c'était la finance traditionnelle, tu vois, quelque part, se moquer clairement de ce secteur. Je leur en veux pas non plus parce que même moi, en fait, à ce moment-là, j'avais un prisme. Alors moi, à ce moment-là, du coup, c'était la blockchain aussi. Donc la fameuse blockchain bullshit. Mais bon, ça, on en parlera aussi après. Où voilà, j'avais pas encore, à ce moment-là, si tu veux, j'avais pas encore d'idée précise sur ce que j'allais faire. Mais en tout cas, je savais que l'industrie blockchain allait exploser. Et d'ailleurs, mon premier post sur Medium, ça a été pourquoi je rejoins l'industrie de la crypto-actif. Voilà. Vers Bitcoin only. Et après, j'ai effectivement changé de braquet avec plutôt un positionnement Bitcoin only. Ouais. Ok, putain, c'est fou. L'ego, on parlait de l'ego tout à l'heure. C'est fou que tu aies des mecs en 2025 dans des gros pôles financiers qui soient toujours en mode non, Bitcoin, aucune valeur, on refuse, tu vois. Ça ne peut être que de l'ego dans ce genre de situation. C'est fou. C'est tellement incroyable. Après, tu as aussi énormément de conflits d'intérêts. Ouais. Je dirais que c'est de l'ego et du conflit d'intérêts parce que, évidemment, le système traditionnel financier. Ça s'oppose par définition au système Bitcoin, si tu veux. Donc, c'est pour ça que tu as aussi pas mal d'idéologie derrière, de posture. Après, tu as aussi de l'ego, évidemment, pour ne pas avoir tort. Mais de toute façon, voilà, c'est inéluctable. Et BlackRock, JP Morgan, enfin bref, surtout les grosses banques américaines ont fait ce switch et finalement ont assumé qu'ils ont fait une erreur de jugement. Pour après devenir ultra bullish. Aujourd'hui, Larry Fink, voilà, c'est une des personnes les plus bullish sur Bitcoin. Ouais, c'est fou. Donc voilà, c'est pour ça qu'Amundi, de toute façon, un jour ou l'autre, ils deviendront bullish sur Bitcoin. Et c'est évident. Ouais. Et du coup, c'est intéressant cette transition que tu as fait. Donc, tu es arrivé, tu commences à trader Bitcoin purement pour l'aspect financier. Tu as vécu le bull run, tu t'es dit, wow, la blockchain exceptionnelle. Voilà. Comment tu es passé un peu ce schéma où tu es. Alors, où déjà tu t'es rendu compte que tout ce qui était blockchain, altcoin, c'était pas pour toi et pour quelles raisons? Et comment tu as switch aussi du côté vraiment purement financier, je trade Bitcoin très froidement, à OK, là, ce truc peut devenir vraiment big, tu vois. Ah, le chat vient. Bon, c'est bon. Oui, salut le chat. Il vient faire un petit coucou, le chat. Voilà, c'est un invité surprise. En fait, c'était tellement intéressant qu'il fallait qu'il Exactement. Il vienne avec nous. C'est bon. Allez, pas manger. Donc non, écoute, alors beaucoup de choses dans ta question. Donc effectivement, je tradais Bitcoin à titre perso. Donc j'en ai parlé à Amundi, donc qui m'a envoyé chier. Et c'est là où effectivement, je me suis dit bon, je vais commencer à m'y intéresser. Alors, il faut savoir que mon meilleur ami de l'époque, qui est du coup aujourd'hui mon associé, lui a toujours eu ce prisme de maximaliste Bitcoin. Ok. Donc, à l'époque, lui habitait à Montréal. C'est un pro des effets spéciaux. Voilà, donc lui, il bossait dans des grosses compagnies d'effets spéciaux. Il a notamment tué Voldemort, d'ailleurs, dans Harry Potter. Non. Si. C'est lui qui a fait la scène de. Il est belle cette scène. Quand il part en morceaux, là. Voilà, exactement. Ouais. Incroyable. Le mec est chaud. Et lui, justement, il a connu Bitcoin à travers les cartes graphiques.
parce qu'en fait, dans la 3D, c'est beaucoup des cartes graphiques pour faire des images ultra sophistiquées. Et donc, lui, en fait, il connaissait Bitcoin bien avant moi. Et c'est comme ça, en fait, que moi, je me suis décidé finalement à approfondir le sujet, parce que lui, il est rentré dans Bitcoin par le prisme du minage. Ouais. C'est pour ça que c'est marrant, parce que des fois, alors, beaucoup de gens rentrent dans Bitcoin pour l'aspect spéculation financier, ce qui a été mon cas. Mais il y a quand même d'autres gens qui rentrent dans Bitcoin pour des raisons politiques, pour des raisons justement de minage. C'est ça qui est intéressant dans l'industrie, je trouve, même si encore une fois, il y a beaucoup de gens qui rentrent plutôt sur l'aspect spéculation. Et donc, c'est là où lui, du coup, avait vraiment ce côté puriste, Bitcoin, etc., avec tout ce que ça représente. Moi, je n'avais pas lu le white paper. J'avais pas du tout lu le white paper. Je l'ai lu assez tard. Je crois que je l'ai lu fin 2017, tu vois, pour te dire. Ouais, c'est au moment où, en fait, on était en haut de la bulle que je me suis dit, putain, en fait, il faut que je commence à me renseigner sur ce que c'est. Et c'est là où j'ai vraiment identifié le côté révolutionnaire. Mais je me suis dit, à cette époque-là, que potentiellement, il pouvait y avoir un nouveau Bitcoin. C'est là où je me suis intéressé aux altcoins. Et donc, lui avait déjà ce prisme de maximalisme. Et moi, je me suis dit, OK, je ne suis pas compétent, donc je veux rentrer en profondeur dans les sujets. Donc, c'est pour ça que je suis devenu business angel sur la vente de ma boîte. Donc, entre-temps, d'ailleurs, j'ai déménagé de Paris et je suis arrivé à Biarritz, donc en 2018. Business que crypto, enfin que Bitcoin ou crypto? Alors non, mais c'était fintech, parce que moi, en fait, il ne faut pas oublier que c'est plutôt, j'étais dans l'industrie de la fintech, donc technologie financière. Donc moi, j'ai investi vraiment, d'ailleurs, plutôt dans la fintech. Mais bon, quelque part, l'industrie crypto est une sous-composante de l'industrie fintech. Donc voilà, donc moi, en tout cas, j'avais vraiment cette posture de je veux, ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque part, quand tu es investisseur, tu as beaucoup de gens qui recherchent des fonds, enfin beaucoup d'entrepreneurs qui recherchent des fonds. Et donc, toi, en fait, tu vas te mettre dans une posture de business angel et tu vas avoir plein de dossiers qui vont arriver. Et j'ai eu plein de dossiers qui sont arrivés. Et là, quelque part, je commençais à monter en compétences parce que tout simplement, j'avais des meetings avec des mecs qui m'expliquaient, donc des présentations évidemment qui rentraient en profondeur. Est-ce que tu lâchais des too early ou tu t'es interdit d'en sortir? Alors, très bonne question. Non, parce que alors, moi, en tant que business angel, ça peut jamais être too early parce que le principe du business angel, c'est d'investir tôt, justement. Donc, non, j'avais pas cette prétention-là, mais c'est plus où. Parce qu'en fait, les quelques critères importants quand tu investis en startup à ce stade de maturité, c'est l'équipe et le marché. Parce que finalement, le produit, alors c'est important le produit, hein, mais tu peux pivoter 10 fois, tu peux faire plein d'autres choses par rapport à un projet initial. Donc, je ne sais pas. En fait, c'est une bonne question. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Mais évidemment que je n'ai pas investi dans tous les projets que j'ai vus parce qu'il y en avait beaucoup trop. Mais j'ai investi d'ailleurs, et ça c'est public, hein, j'ai investi dans CoinHouse. Et j'ai investi au premier tour de CoinHouse à l'époque. Donc, c'était d'ailleurs mon premier investissement startup. Donc, c'était fin 2018. Et après, donc, je suis rentré dans une dizaine de boîtes, un peu moins d'une dizaine. Il y en a qui n'ont pas marché, d'autres qui ont été revendus. Donc, je peux citer iPayDat, je ne sais pas si tu connais, c'est une boîte dans la compta tech, en gros, un peu comme Penny Lane. Bon, même s'ils n'ont pas malheureusement pris la croissance de Penny Lane, qui d'ailleurs est une énorme success story. C'est énorme, Penny Lane, ouais. Ouais, Penny Lane, c'est énorme. Donc, iPayDat que j'ai revendu, enfin, qui a été racheté par BPCE l'année dernière. Bon, après, j'ai d'autres projets qui ont fail. Bon, après, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, donc je ne vais rien dire. Mais sans les citer, c'est intéressant ce passage. Ça t'a appris quoi sur la réussite d'une startup? Que ça se base que sur la team, par exemple? À quel point l'idée est devenue un peu inutile, enfin pas spécialement au goût du jour? C'est quoi les grandes lignes que t'as compris? Et ça d'ailleurs, c'est ce que tous les newbie entrepreneurs n'ont pas intégré, je pense. C'est que en fait, en soi, l'idée, c'est très simple. Trouver une idée, c'est vraiment. Enfin, moi, si tu veux, j'ai 10 idées par semaine de nouvelles boîtes, quoi. Tu vois. Surtout avec l'IA aujourd'hui, tu peux avoir une idée de boîte tous les jours, quoi. Mais ce qui est le plus dur, c'est évidemment l'équipe et l'exécution.
l'exécution de cette idée, de la mise en œuvre de cette idée. Et c'est ça qui est le plus difficile. Donc c'est pour ça que l'équipe est importante, parce que c'est eux qui vont mettre en œuvre et exécuter l'idée, en fait. Donc globalement, je suis plutôt comment dire, aussi à l'instinct dans mes choix d'investissement, parce que c'est à ce stade d'investissement, il n'y a pas trop de rationnel, parce que tu vas pas prendre un business plan en regardant des KPIs précises et te dire oui, ok, alors tu as tant d'EBITDA, donc je vais investir à tel valo, etc. Ça ne marche pas. C'est plus de l'instinct et encore une fois de l'équipe et de leur capacité à exécuter. Ouais. Donc non, écoute, ça a été plutôt une belle réussite aussi de ce point de vue-là. Je pense que j'ai un meilleur ROI d'ailleurs que des investisseurs dont c'est le métier, enfin des VC. Parce que là, alors, je vais te faire un petit calcul. Donc, en fait, j'avais investi dans 8 boîtes. Et dans les 8 boîtes, il y en a 2 qui ont fail. Ouais. J'ai eu 4 rachats, ce qui est quand même ouf. Ouais. Et tu as 2 ou 3 boîtes qui sont encore en activité. Et donc, je suis encore actionnaire. Ouais. Ok. Voilà. Ah ouais, donc un bon quand même. J'ai un beau ratio. Et avec tu vois, genre CoinHouse, c'est quand même une très belle boîte. Et ils s'en sortent très bien. Donc, c'est d'ailleurs moi ma plus grosse position en tant que business angel. Ok, je suis curieux d'avoir ton avis sur ça. J'ai discuté avec Nicolas, le CEO de BubbleMap. Je sais pas si ça te parle. Alors, je le connais vite fait, mais oui, dis-moi là, c'est quoi la question? En gros, qui permet de faire du tracking de wallet on-chain. Je vois à peu près, oui, je vois à peu près. Et lui, eux, justement, ils ont une super traction sur les réseaux. Je crois qu'ils ont 400 000 abonnés sur Twitter. Vraiment, ils ont vraiment réussi à donner un visage important, un truc qui est quand même très, très froid. Tu vois, tu traques des wallets on-chain, ça fait rêver personne sur le papier. Et il me disait que maintenant, tu vois, que on peut créer une tech en littéralement 3 semaines, tu vois, avec une bonne équipe, si on est bon. On a fait quand même un switch sur les entreprises où avant, tu devais créer un bon produit et après chercher de la viralité, une communauté. Maintenant, il y a un équilibre qui est de plus en plus haut où tu dois créer ton produit, oui, mais c'est aussi extrêmement important d'aller chercher de l'audience, de l'image de marque, de ta communauté, et ça devient de plus en plus, voire peut-être, et ça, je suis curieux d'avoir ton avis. C'est une certitude. En fait, vaut mieux avoir un produit de merde que tu marketes bien qu'un bon produit mal marketé. Enfin, désolé, je suis très cash. L'essentiel, c'est l'audience et le marketing. Et ça, d'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs, de profil ingénieurs, qui vont justement sur-ingénioriser leurs produits et qui va justement pas se vendre. Non, la plus grosse difficulté, c'est d'avoir une audience, d'avoir un bon marketing pour vendre son produit, quoi. Et ça, c'est le plus dur. Donc oui, je ne peux que partager ce constat. Et ça a toujours été ça. Alors peut-être que ça l'est encore plus aujourd'hui, mais ça a toujours été ça. J'avais justement, j'ai beaucoup de questions sur ça de gens qui développent des produits et qui sont un peu angoissés, je sais pas si c'est le mot, mais de ce qui se passe avec l'IA, dans le sens où maintenant tu peux passer 1 an à dev ton projet et ça se trouve dans 1 an tu auras une IA qui te le fait en 1 semaine, tu vois. Comment quel conseil global tu donnerais à ce type d'entrepreneur qui veut développer sa tech mais qui se dit putain là c'est quand même un tournant où c'est chaud, tu vois, comme situation. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est là, d'ailleurs, ce serait tout le côté excitant de redevenir moi-même business angel, parce qu'évidemment, l'IA explose depuis 3 ans, et c'est là où il y a les meilleures opportunités, mais en même temps, les opportunités les plus risquées. Et en fait, tu peux très vite être dépassé. Donc, des mecs qui se lancent sur des projets IA, et en fait, 6 mois plus tard, en fait, les mecs sont dépassés par un concurrent. Donc ça, je pense que c'est vraiment le plus gros risque. Donc c'est pour ça que l'IA aujourd'hui, ça a un potentiel exponentiel, mais aussi du coup extrêmement risqué. D'ailleurs, je pense que c'est beaucoup plus risqué le secteur IA en tant qu'investisseur que le Bitcoin, par exemple, pour refaire un lien. Mais oui, effectivement, quel conseil donner je ne saurais même pas. En tout cas, c'est vrai que de se dire que oui, effectivement, déjà, quand tu te lances dans ce projet-là, faut bien intégrer le fait que dans 6 mois, peut-être que tu as un mec qui va te dépasser. Mais ouais, c'est compliqué d'être entrepreneur dans l'IA, je pense. Ouais, c'est très compliqué. Peut-être essayer je sais pas, mais prototyper très vite et savoir pivoter assez vite ou jeter ton projet quand tu te rends compte que là, tu vas dans le mur plus vite qu'avant.
Mais en même temps, c'est à double tranchant parce que tu peux vite faire du droite-gauche en permanence avec les hypes, quoi. Parce que après, je dirais que quand tu montes des boîtes, le principal, et ça c'est vraiment le truc que je dis à tous les entrepreneurs qui veulent se lancer, c'est il faut trouver un endroit où ton client a énormément mal quelque part. Il faut trouver de la douleur. Et toi, en fait, tu vas apporter le Doliprane à cette douleur. Et en fait, plus la douleur est forte, plus la solution que tu vas apporter sera bénéfique pour ton client. Et c'est ça il faut trouver voilà, vraiment le truc où la pain est la plus importante. Donc ça, on va dire que c'est universel dans tout projet de création d'entreprise. C'est trouver voilà, quelle est la douleur de ton client et comment toi, tu vas l'aider à ne plus avoir mal. Ok, très intéressant. Bon, parlons un peu de Bitcoin et des cryptos quand même, parce que là, après, sur la partie entrepreneur, mais moi, j'adore. Hein, si moi aussi, j'adore ce type de sujet. On reviendra peut-être dessus. Après, et c'est vrai que juste pour finir, là, on a une nouvelle génération d'entrepreneurs, parce que quelque part, moi, je suis un peu un boomer de ce point de vue-là, où j'ai 39 ans. Mais aujourd'hui, justement, avec les réseaux sociaux, et je pense, et petit clin d'œil à un de mes anciens stagiaires, d'ailleurs, qui lui est entrepreneur sur TikTok, ça me fait rigoler. Parce qu'évidemment, moi, à mon époque, TikTok, ça n'existait pas. Et même moi, aujourd'hui, je n'utilise pas TikTok, que je trouve être un poison total pour l'humanité, mais bon, c'est encore un autre sujet. Je suis complètement d'accord. Voilà, mais lui, du coup, il a monté un compte TikTok où il vend en fait des sites internet. Donc en fait, évidemment, c'est une sorte de dropshipping de sites internet où en gros, lui, il va trouver des prestataires à bas coût dans les zones type Inde et compagnie, et qui va revendre en fait dans des pays occidentaux, donc notamment en France. Et je trouve ça très ingénieux. Mais donc c'est pour ça que tu as une nouvelle catégorie d'entrepreneurs qui utilisent les outils qu'ils ont à leur disposition aujourd'hui, à savoir les réseaux sociaux et la puissance des réseaux sociaux. Donc, bravo à lui. Et c'est pour ça que c'est plus du tout le même genre de type d'entrepreneur, en fait. C'est pour ça que maintenant, on nous apprend, j'ai pas fait d'école d'entrepreneuriat, mais ce qui ressort énormément, c'est le fait d'utiliser au maximum les outils IA et les réseaux à fond. Bon, moi, je suis aussi en TikTok total, tu vois, mais j'adore le principe de YouTube que je trouve exceptionnel, tu vois. Et ça devient vraiment, tu vois, il y a le fameux building public qui est le fait de construire une boîte et de montrer exactement tout ce que tu fais. Pareil, c'est débattable, mais c'est les nouvelles modes. Mais je trouve que sur cet aspect-là, c'est dur d'avoir confiance en ce que tu développes quand tu vois l'avancée des nouvelles technos, surtout IA, qui peuvent commencer à dire bon, écoute, là, ça peut devenir compliqué, ça peut devenir mort en 3 mois ou un nouveau projet, tu vois. En tout cas, c'est super intéressant de voir comment l'entrepreneuriat a évolué. Et effectivement, je pense que maintenant, même moi, en fait, dans mon quotidien, j'utilise l'IA tous les jours. Ouais, clairement. Et ça d'ailleurs, et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'utilisent pas l'IA tous les jours et qui l'utilisent vite fait à l'arrache de temps en temps. Bon, déjà, l'IA va remplacer Google. Donc déjà, ça c'est une certitude que dans 2-3 ans, les gens ne feront plus de recherche sur Google. Et c'est pour ça que là, on est dans une phase quand même extraordinairement intéressante de l'histoire de l'humanité, si on peut dire ça comme ça, où Google, qui avait une hégémonie absolue, finalement, là, va être de plus en plus en difficulté. Bon, évidemment, ils ont Gemini, etc., qui est un gros concurrent à ChatGPT, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça devient incontournable et ça va prendre de plus en plus de place dans les prochaines années. Et d'ailleurs, ça fait presque flipper et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, d'ailleurs. T'as vu le truc excitant. Tu as vu l'interview, il y a une interview de Sam Altman, donc CEO d'OpenAI, où on lui demande quel job, avec l'IA, avec l'émergence de l'IA, quel job il conseille de faire à la nouvelle génération. Tu as vu ce qu'il a répondu? Alors j'ai entendu parler de cette interview, j'ai vu des extraits à droite à gauche, mais j'ai pas entendu ce. Il a répondu plombier. Voilà. Bah ouais, parce qu'il y a, je pense qu'on est actuellement, et c'est très excitant justement, mais l'excitation vient avec le lot d'anxiété ou en tout cas de flou. On est dans un énorme flou technologique en ce moment qui est fou, tu vois. C'est une belle transition qui est en train de s'opérer. Et je pense que c'est important, en tout cas, je le sens dans les gens avec qui je travaille et que je vois autour de moi, ceux qui réussissent et ceux qui arrivent vraiment à être flexibles. Et du coup, c'est peut-être une autre méthode d'entreprendre qui est moins
es moins attaché à un projet avant. Je pense que, tu vois, toi, tu t'attachais à ton projet, tu as mis 7, 8 ans sur WeSave, par exemple. Ah ouais. Même plus, c'est des projets qui duraient longtemps. Maintenant, j'ai l'impression que tu dois plus faire du droite-gauche, mais quand même en réussissant à t'attacher. Donc, l'équilibre est dur. Hein. Il n'y a pas de solution clé. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, oui, effectivement, après, tu as aussi eu comment dire, l'explosion des infopreneurs. Alors d'ailleurs, je ne sais même pas si toi, tu te qualifies d'infopreneur ou pas. J'aime pas, c'est l'influenceur, je déteste cette expression, et l'infopreneur, pareil, c'est un peu, ça m'énerve. Ouais, voilà. Mais bon, bref, en tout cas, tu as eu une explosion d'influenceurs ou d'infopreneurs grâce à l'explosion des réseaux. Donc ça devient évidemment un métier, en tout cas créateur de contenu, c'est plus poétique, on va dire. Voilà. Mais voilà, et donc c'est vrai que tu auras plein de nouveaux métiers qui vont exploser encore, et c'est à la fois passionnant, mais aussi tout aussi flippant. Clairement. Je suis intéressé par le fait de justement voir comment toi, tu as fait la transition vers... j'aime toujours... En fait, les Bitcoin maximalistes, c'est un univers, tu vois, c'est une communauté extrêmement intéressante que je comprends complètement, très honnêtement. Alors, pour t'expliquer un peu, moi, mon profil et ma vision sur tout ça, c'est que je ne suis pas Bitcoin maximaliste parce que j'estime que les altcoins permettent à court terme de potentiellement faire des meilleurs gains pour, au final, et la finalité, c'est ça, se positionner sur Bitcoin et accumuler le plus de Bitcoin. Donc, est-ce que je suis sur le chemin du Bitcoin maximaliste? Peut-être. Alors, mais c'est ma vision. Mais j'entends, et cette vision-là, elle est partagée par beaucoup de gens. En fait, moi, ce qui me dérange dans cette façon de penser, c'est d'avoir uniquement le prisme du prix et de la spéculation et des gains rapides. Tu veux. Et ça, en fait, c'est exactement nous l'opposé qu'on essaie de véhiculer avec Surfing Bitcoin et avec Stackinsat. Et c'est justement pour ça que moi, je suis vraiment en opposition avec ce truc-là, avec cette façon de penser, de se dire, je maximise mes gains en altcoin pour accumuler plus de Bitcoin. J'entends. Mais sauf que derrière, je trouve que ça véhicule une mauvaise image dans le sens où, pour nous, Bitcoin, c'est vraiment une révolution. Voilà, c'est comme Internet, comme l'a été Internet, comme l'a été l'impression de Gutenberg, enfin l'imprimerie de Gutenberg, comme a été la révolution industrielle de l'automobile. Et là, c'est la révolution de la monnaie, si tu veux. Donc évidemment qu'il y a un aspect spéculatif, et moi-même le premier, comme je l'ai raconté dans cette histoire depuis tout à l'heure, je suis rentré dans Bitcoin par ce biais de la spéculation. Mais Bitcoin, c'est bien plus que ça. Et c'est ça, en fait, si je peux dire ce qui réunit les Bitcoiners maximalistes, c'est vraiment ce côté puriste de la révolution monétaire et de ce que ça va apporter au monde, tu vois. C'est un peu presque bisounours dans le sens où il y a énormément d'idéologie sur ce qu'on espère que ce qui va arriver par rapport au monde de merde traditionnel dans lequel nous sommes. Et pour le coup, c'est pour ça que souvent, on te dit Bitcoin fix the money, Bitcoin fix the world. Et je suis assez idéaliste pour croire à cette punchline, tu vois. Et effectivement, le côté je me gave en altcoin pour après maximiser mes gains et racheter du Bitcoin, je l'entends, mais c'est vrai que moi, c'est pas la façon dont je vois les choses. Ouais, bah après, l'idée, c'est pas d'opposer Bitcoin aux altcoins. Je pense que le problème numéro 1, c'est le fait qu'ils aient été trop mélangés et que les altcoins soient là à but uniquement spéculatif. Et ça, c'est clair et net. Et que Bitcoin ait cette finalité dans tout ce que tu as résumé d'un point de vue presque philosophique qu'on ne voit pas du tout sur les altcoins. Donc, moi, en fait, en tout cas, juste pour te montrer ma vision, je cloisonne vraiment ces deux-là, où je spécule sur les altcoins, mais j'investis à long terme sur Bitcoin. Et je serais curieux de savoir, justement, Bitcoin a plein de casquettes, monnaie, or, réserve de valeur, etc. Toi, qu'est-ce qui t'attire, justement? Qu'est-ce qui te fait penser que Bitcoin est une révolution, comme tu l'as dit, que Bitcoin change les autres? Tu as parlé de monnaie, justement. Je serais curieux d'avoir ton avis. Est-ce que Bitcoin peut être utilisé comme une monnaie mondiale à part entière? Comment tu vois un peu l'image complète? Alors là, tu as les 50 nuances de maximalisme. Parce qu'effectivement,
Tu vois, alors c'est ça qui est marrant parce que moi, quelque part, je suis considéré comme un maximaliste modéré, tu vois. D'accord. C'est marrant, tu as des... Niveau de maximalisme. des niveaux de toxicité, comme ils disent, le toxique maximaliste, qui effectivement pense à l'hyper-bitcoinisation et la destruction totale des monnaies fiat, etc. Bon, ce qui n'est pas du tout ma vision, au contraire. Je pense que pour que Bitcoin existe en tant que future monnaie de réserve, il faut justement que les monnaies fiat subsistent et que Bitcoin devienne finalement la monnaie de réserve mondiale. Donc ça, c'est pour répondre à ta question. Le but, le endgame absolu de Bitcoin, pour moi, c'est celui-là. D'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps là-dessus sur quelles étaient les monnaies de réserve dans le passé. Ouais. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est le dollar. Et moi, en fait, ma conviction en tant que Bitcoiner maximaliste, c'est que Bitcoin devienne un étalon monétaire comme l'était l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Ouais. C'est ça, en fait, moi, d'ailleurs, c'est là où ça a été un switch. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui vont regarder ce podcast à aller sur un site qui s'appelle What the Fuck Happened in 1971. Que s'est-il passé en 1971? Et pour moi, c'est là où ça a été le déclic. C'est quand Nixon, finalement, a déclaré à la télé que qu'il faisait faillite, globalement, et que il désindexait l'or du dollar et que maintenant, il allait rentrer dans une phase d'impression monétaire illimitée pour justement financer la guerre du Vietnam à l'époque, où le mec a dit, bon, bah écoutez, en fait, cette convertibilité or-dollar ne me convient pas. Donc, je fais temporairement, alors ça c'est marrant, pause sur le système de Bretton Woods. Et évidemment, 55 ans plus tard, en fait, on est toujours dans ce temporaire d'impression monétaire illimitée. Et en fait, on voit qu'il y a eu un cataclysme économique à partir de 1971, où évidemment, cette impression monétaire illimitée a fait augmenter des dettes de manière exponentielle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est encore dans le haut de l'exponentielle de l'augmentation de la dette, si tu veux. Donc c'est ça, en fait, je dirais, pareil, le dénominateur commun du maximalisme, c'est ça. C'est ce potentiel de devenir un étalon monétaire mondial. Donc, si tu veux, on est loin de la spéculation des altcoins, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le endgame, donc monnaie de réserve. Ensuite, effectivement, une des caractéristiques principales aujourd'hui, avant d'être une monnaie, on va dire, utilisée pour les achats du quotidien, c'est évidemment une réserve de valeur, mais bon, j'ai pas envie de me répéter parce que ça, j'ai l'impression que tout le monde maintenant, c'est quand même un incontournable. Les 21 millions, il y en a jamais plus de 21, de 21 millions. Donc, c'est ce qui fait sa rareté. Et vu que la demande mondiale va augmenter et que l'offre est limitée, c'est ce qui va faire que l'augmentation du prix ne peut être que montante dans les prochaines années. Donc ça, c'est ma conviction, avec ce but ultime, quelque part, d'aller chercher la capitalisation de l'or. Donc, on a encore un petit x10, je pense, sachant que la Bitcoin est autour de 120 000 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, avant d'aller chercher ce 1 million de dollars, ça représente les 22 trillions, je crois, de capitalisation de l'or. Et d'aller justement chercher ce statut d'étalon monétaire mondial. Voilà. Donc ça, c'est. Bitcoin peut dépasser l'or dans cette casquette. Ah, mais ça, moi, j'en suis convaincu. Sauf que déjà, il faut qu'il aille le chercher. Donc, il faut qu'il aille chercher. Et ça, c'est évidemment le prochain cycle. Alors, même si j'aime pas ce terme-là, parce que ça veut tout et rien dire, etc. Donc, chacun voit son intérêt dans le cycle. Mais en tout cas, ça a été d'aller chercher les 100 000. Et là, maintenant, le prochain cap, c'est d'aller chercher le million de dollars. Et ça peut arriver dans 5 ans ou dans 20 ans. Ouais. Et ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est inéluctable pour moi. Le Bitcoin va devenir la monnaie de réserve mondiale. Et du coup, il ira chercher la capitalisation de l'or dans les prochaines années. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je dis à mes clients qui disent « Ah oui, mais le Bitcoin, c'est fini. Je cherche le nouveau Bitcoin. » Donc déjà, faire un x10 là dans les prochaines années, je dirais que c'est déjà pas mal, si tu veux. Mais même si, encore une fois, je n'aime pas ce prisme du prix, et je préfère parler d'utilité. Et donc là, on a parlé d'utilité de réserve de valeur, donc plutôt d'épargne à long terme, alors que effectivement, les altcoins, déjà, le problème des altcoins pour moi, c'est que souvent, il n'y a pas vraiment d'utilité.
Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire que l'utilité n'est pas encore démontrée autre que faire du rendement. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la DeFi, c'est pas une utilité, en fait. Je suis d'accord. Ce que j'aimais bien à l'époque, alors maintenant, c'est plus du tout le cas, c'était le côté sur Ethereum où tu pouvais, le côté ordinateur décentralisé où tu pouvais faire des smart contracts avec une utilité précise. J'avais bien aimé, par exemple, le cas de Fizzy, je crois. C'est un vieux projet, je ne sais pas si ça te parle. C'est celui qui me vient comme ça, un projet d'ailleurs qui avait fait AXA. Okay. C'était en fait qui te remboursait, par exemple, ton billet d'avion automatiquement. En fait, tu définissais dans ton smart contract un certain nombre de critères par rapport à ton billet. Donc, je ne sais pas, moi, tu prenais un billet Air France à 17h à Charles de Gaulle. Ouais. Et bah, si Air France avait 30 minutes de retard, et bah, ça te remboursait automatiquement le billet selon les conditions de l'assurance que tu avais souscrite. Ouais. Ça, j'aime bien ce genre de projet parce que c'est une utilité réelle dans la vraie vie des gens. Pour moi, faire du rendement en DeFi, c'est pas une utilité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'aime pas en fait dans les altcoins, c'est que leur seule utilité, c'est faire de l'argent. Donc pour moi, c'est pas une utilité en soi. Tu vois? Non, c'est de la pure spéculation, vraiment à l'état pur. Et c'est la raison aussi pour laquelle les meme coins ont autant surperformé le reste des altcoins. Parce qu'ils sont arrivés sans hypocrisie, en disant, nous, on est là que pour ça. Où les altcoins se sont longtemps cachés derrière la blockchain, derrière la révolution blockchain. La fameuse grande adoption. Mais après, justement, j'ai pas mal évolué ma thèse sur ça. C'est que quand je suis arrivé, forcément, j'avais cette vision où je me disais, OK, bah, l'exemple de Philly, c'est l'exemple parfait pour expliquer les smart contracts. Tu vois, t'expliques un smart contract, tu dis, regarde, là, si ton avion a 30 minutes de retard, soit t'appelles et tu te fais chier pendant un mois à remplir des formulaires, soit, boum, smart contract, t'es remboursé. Et donc, sauf que les altcoins se sont trop longtemps cachés et c'était vraiment la méta du dernier cycle 2020-2021 derrière ce prisme de la grande adoption et compagnie, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est une quête de sens aussi qui est normale, qui est logique parce que bah justement, on se dit mais en fait non les gars, aucun projet n'est utilisé à part certains, tu vois, AAV et compagnie, mais qui sont là pour faire du rendement. Donc, ils sont les plus efficients en termes de création de rendement. Et donc, il faut juste accepter le fait que si on va sur les altcoins, c'est pour se positionner pour de la spéculation et uniquement la spéculation. Jusqu'à preuve du contraire. J'aime bien dire ça. Et pour l'instant, on n'a pas de preuve de contraire. Tu vois, on a des promesses, des choses intéressantes pour certains, mais c'est pas le cas. Et c'est intéressant ce que tu dis sur Bretton Woods parce que justement, j'ai regardé ça il y a pas longtemps. Il y avait un rapport du budget du gouvernement des États-Unis qui est sorti sur le mois de juin. Et en fait, tu vois une petite ligne en bas du budget, en dessous de l'armement et de la santé, où tu vois 27,5% de tout le budget uniquement pour les intérêts de la dette. 27,5%. Et là, on a un mur de la dette. Et je pense qu'on peut faire une symétrie avec ce qui s'est passé post-Bretton Woods, entre 1970 et 1985 globalement, où bah, on a eu cette période où, OK, l'or, si tu regardes les performances de l'or, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une sorte de période d'inflation où on a eu des grosses turbulences sur l'or, et à partir de 76, 77, quand on s'est rendu compte que, OK, il va nous falloir une réserve de valeur où on va pouvoir se réfugier, bah, l'or a explosé, a fait 300-600% en 2 ans. Et j'ai l'impression qu'on va un peu dans cette direction pour Bitcoin, où les gens commencent à comprendre, et même les investisseurs un peu plus débutants, commencent à comprendre que leur objectif numéro 1 en tant qu'investisseur pur, on pourra parler après du côté un peu plus large de Bitcoin, mais en tant qu'investisseur pur, tu dois maintenant, numéro 1, te protéger de l'inflation, de la dilution monétaire, et ça passe par l'or et Bitcoin. Et de plus en plus Bitcoin. Bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, c'est clair que... Et ça d'ailleurs, c'est là où tu te dis jusqu'où on va aller. Mais quand tu vois évidemment en France, parce que là tu parles des États-Unis, mais je pense que le ratio dette aussi en France est délirant. Mais ça, c'est d'ailleurs toutes les économies fiat, avec justement cette logique keynésienne de... bah voilà, on va imprimer énormément, faire de la dette pour soi-disant faire de la croissance. Bon, pour moi, ça a vraiment énormément de limites.
Et d'ailleurs, on le voit, mais c'est vrai qu'on se dit ça depuis très longtemps et on se dit que le truc va exploser, mais il explose jamais. Donc c'est là où tu te dis jusqu'où on va aller. Tu vois, ça c'est vraiment la question que je me pose. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que maintenant on a Bitcoin et que ça peut encore durer 20 ans comme ça. Ouais. Mais jusqu'au jour où en fait ce système ne peut pas durer parce que c'est une sorte de cocotte minute où tu te dis que le truc va bientôt exploser, mais ça n'explose toujours pas. Donc on verra où ça nous mène, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura Bitcoin en soupape de sécurité. Bah, là, ce qui est intéressant, c'est que la spirale infernale est impossible à arrêter. Tu vois. On ne peut plus rembourser la dette. La dette ne peut que s'accroître au fil du temps parce que tu as ce ratio dette-liquidité. Si tu veux pas de crise de la dette, bah, tu dois imprimer, imprimer, imprimer et après rembourser, rembourser, rembourser. Donc, c'est de pire en pire. Et donc, Bitcoin, j'ai l'impression que Bitcoin n'a jamais été aussi évident que maintenant. Tu vois, certains le diraient en 2015, tu vois, mais là, Bitcoin prend vraiment tout son sens dans ce cadre actuel qu'on a. C'est pour ça, et c'est presque un peu paradoxal, mais c'est pour ça que Bitcoin, finalement, s'est financiarisé avec les ETF, etc. Parce que, en fait, là, le constat que tu viens de faire, même, voilà, justement, les plus grands financiers qui sont d'ailleurs issus de cette finance traditionnelle, pensent que Bitcoin est le fameux rempart contre la dévaluation monétaire. Si tu veux. Donc, même eux qui, a priori, étaient les dernières personnes potentiellement à convaincre, ont été convaincus finalement assez rapidement par cette promesse de Bitcoin. Et c'est pour ça que les ETF ont explosé et qu'ils ont encore énormément d'avenir devant eux. On a, t'as parlé rapidement de l'Europe, justement, on va en parler après de Stackinsat, mais vous avez été l'une des premières sociétés à être PSAN. Comment ça se passe en Europe? Tu sens que c'est galère avec Mika, etc., que les choses évoluent dans la bonne direction? Comment tu vois le spectre européen, toi qui es un peu plus dedans? Vaste sujet. Et j'ai du mal, même moi, à avoir une opinion tranchée sur cette question. Parce que je pense que la régulation, c'est globalement positif. Qu'on ne peut pas être dans un Far West absolu. Je ne suis pas sûr qu'avec Mika, je ne sais même pas, en tout cas, c'est la promesse. Qu'en fait, à la base, il faut revenir en fait, de pourquoi Mika est arrivé. On va revenir évidemment à FTX. Donc la faillite d'FTX, donc fin 2022. Ouais. Et c'est suite à ça que l'Europe vraiment a durci sa réglementation et ça a été la genèse de Mika. Ouais. Alors la question à se poser, c'est est-ce que si Mika avait existé, est-ce qu'il y aurait eu la faillite d'FTX? Bon, a priori, oui, parce que alors j'ai même plus les détails très précis, mais d'après mes avocats, il y aurait eu la faillite d'FTX, parce que de toute façon, SBF dissimulait des choses. Donc, de fait, quand tu as une escroquerie du PDG qui lui-même, en fait, a cette volonté de nuire et d'escroquer les gens, si tu veux, et que lui, il est dans cette phase de manipulation et de cacher des choses, en fait, je pense qu'il y aurait eu quand même la faillite d'FTX. Même si, encore une fois, je pense que la régulation, ça a ses vertus, dans le sens où ça apporte un cadre, ça rassure les clients, mais après, il ne faut pas aller dans l'absurdistance, tu vois. Et pour moi, en fait, Mika, on n'est pas loin de ce truc-là, quoi. C'est vraiment disproportionné, surtout pour des boîtes comme nous, où on a vraiment des trucs très, très stupides et très vraiment, et qui nous monopolisent du temps et de l'argent sur des trucs vraiment débiles. Après, il y a des trucs plutôt intéressants, mais il y a vraiment des choses qui n'ont aucun sens. Et pour revenir sur ta question, donc oui, en Europe, il va y avoir en fait beaucoup de mouvements. Ça, j'en suis convaincu, parce que évidemment, il y a cette mise en conformité MiCA qui est obligatoire. Et nous, on a d'ailleurs la clause du grand-père jusqu'à début juillet de l'année prochaine. Ouais. Donc nous, voilà, on est encore sur cette phase de constitution du dossier, donc on devrait le déposer, je pense, d'ici fin d'année. Parce qu'encore une fois, c'est long à préparer. Et même si nous, en plus, c'est ça qui est ouf, c'est qu'on a un business qui est vanille, dans le sens où notre business, il est très simple.
nous, on propose le plan épargne Bitcoin qui est tout simplement du DCA, du dollar cost averaging sur Bitcoin, où tu achètes à partir de 10 € à intervalles réguliers pour t'exposer à long terme. Donc nous, en plus, on véhicule des messages d'éducation, de pédagogie, d'épargne à long terme, et on est à l'opposé justement des discours de traders, etc. Donc on a justement une ADN qui permet de rassurer le régulateur. Mais malgré ça, en fait, on a tout un tas de trucs à mettre en place. Et c'est très long, très chronophage, et ça demande beaucoup de ressources financières. Donc c'est ça qui est un peu, je trouve, dommage. Donc quelque part, en fait, aussi, l'AMF, et ça, ils nous l'ont clairement dit, qu'il y a une volonté de concentration du marché. C'est-à-dire que là, je crois qu'il y a une centaine de PSAN qui ont été enregistrés. Et selon l'AMF, en fait, c'est beaucoup trop, donc il faut qu'il y ait de la casse. Et volontairement, en fait, ils ont mis la barre très haute pour justement avoir quelque part une logique de darwinisme où c'est le plus gros qui gagne. Voilà. Donc nous, on a la chance de faire partie des anciens, donc d'avoir cette historique et cette solidité par rapport à ça, mais tout le monde ne l'a pas. Donc c'est ça que je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pour ça que je te dis, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, effectivement, on va dire que je suis plutôt contre. Mais de toute façon, j'ai pas le choix, donc il faut que je le fasse. Donc c'est pour ça qu'on est en train de le faire. Mais après, tu as aussi, et ça, les gens n'en ont pas conscience, parce que ça les touche pas directement. Mais nous, en fait, avec Mika, tu as aussi la loi TFR, donc la Travel Rule, qui est une ignominie en termes de privacy. C'est-à-dire que tu auras, en théorie, hein, pour l'audience, ou même toi, je ne sais pas si tu vois ce que c'est en gros une base de données commune, partagée avec toutes les plateformes, pour savoir qui a quoi, où le mec habite, etc. Enfin, c'est à l'opposé des valeurs en fait, du Bitcoin et du pseudonymat, en fait, à la base, c'est ça. Là, en fait, tu as carrément une base de données mutualisée. Voilà. Bon, c'est quand même assez ouf. Et ça, du coup, on est obligé de la mettre en place. D'ailleurs, en fait, au moment où je te parle, c'est déjà obligatoire. Mais bon, il se trouve que la mise en œuvre pratique est quasiment impossible. Et c'est là où tu vois aussi l'absurdité du régulateur, c'est-à-dire qu'il impose des choses qui sont très difficiles à mettre en pratique concrètement. Si tu veux. Du coup, qui derrière n'ont aucun sens parce que ils ne vont pas avoir de vérification là-dessus et c'est juste de. Ouais, c'est une absurdité. J'avais vu ça surtout. Je crois que les exchanges vont accélérer sur ça. Je ne sais pas si c'est déjà en vigueur, mais en tout cas, ils ont commencé déjà où tu dois expliquer l'origine de tes fonds. Tu dois, quand tu envoies quelque chose, tu l'envoies à toi, à un autre portefeuille, à qui que ce soit. C'est assez compliqué. Justement, vous, avec Stackinsat, comment vous arrivez à gérer cet aspect pseudonymat en étant une boîte conforme en France, par exemple sur justement l'anonymisation des données, la gestion des portefeuilles, la sécurisation. L'équilibre doit être compliqué quand même. Alors, tu as raison, et ça, c'est là où on revient aux 50 nuances de maximalisme. Tu as effectivement les hardcore toxiques maximalistes diront que je suis un vendu à l'État, évidemment, parce que j'ai accepté de me conformer, parce qu'effectivement, depuis qu'on est PSAN, depuis 2020, alors ça a évolué, parce qu'avant, c'était pas forcément KYC au premier euro. Au début, justement, on avait trouvé un peu une faille juridique où on pouvait faire un KYC, on pouvait faire un onboarding sans KYC jusqu'à 1 000 €. Ok. Mais justement, alors je ne sais même plus quel a été le switch au moment où en fait c'était KYC obligatoire à partir d'1 €. Enfin bref, peu importe. En tout cas, on a évidemment cette obligation de demander un KYC, donc c'est-à-dire une identification client selon différents niveaux de risque que je ne peux pas te donner, parce que ça c'est justement notre scoring interne qui nous permet justement en fonction d'un certain nombre de critères de demander plus ou moins de documents ou plus ou moins de justificatifs. Et ça, effectivement, c'est d'ailleurs très chiant à développer. Hein, voilà. Mais effectivement, on a développé un outil interne qui nous permet d'avoir un scoring client. Et ça, c'est l'ACPR d'ailleurs, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui nous contrôle justement sur notre politique
ce qu'on appelle de LCBFT, donc de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc c'est là où effectivement on demande tout un tas de documents, donc une pièce d'identité, justificatif de domicile, relevé d'imposition, etc. Donc ça, effectivement, au début, tu avais des gens qui gueulaient en disant ouais, c'est casse-couille, machin, parce qu'effectivement, on peut se poser la question de où vont ces documents, sont-ils stockés, etc. Donc nous, évidemment, c'est stocké dans des bases de données cryptées, etc., enfin chiffrées. Donc ça, c'est une première dimension de ta question. Après, en détail, c'est vrai que je ne peux pas trop rentrer dans le détail parce que justement, c'est censé être confidentiel, mais en tout cas, effectivement, on a cette notion, nous, de pseudonymat respecté par rapport aux valeurs de Bitcoin. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que l'essentiel des plateformes, et ça, tu vas me le confirmer ou pas d'ailleurs, on peut en débattre, propose de la custody par défaut. C'est-à-dire que nous, depuis le premier jour, on a la self-custody justement par défaut, c'est-à-dire que nous, on incite nos clients à ce qu'ils détiennent eux-mêmes leur Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'on parle de nous de livraison automatique, où le client, alors à travers sa ledger ou pas, hein, parce que il y a d'autres acteurs sur le marché pour du hardware wallet, mais nous, en fait, on pousse les gens à être souverains de leur patrimoine et donc de conserver quelque part les valeurs de Satoshi du départ, si tu veux. Et ça, finalement, assez peu de plateformes le proposent, voire, je dirais, aucune plateforme le propose par défaut. Donc, par défaut, on te dit, prends-toi un wallet, donne-nous une adresse de réception et on va t'envoyer les bitcoins à cette adresse. Ok, intéressant. Voilà, donc ça, on est les seuls à proposer ce truc-là. Alors, on propose évidemment de la custody, mais ça, d'ailleurs, ça s'est fait plus tard, parce que nous, on a été lancé en 2020. Donc, c'est pour ça qu'on est effectivement une des premières plateformes, voire la première plateforme à avoir obtenu le PSAN sans avoir démarré son activité, parce que la première plateforme, c'était CoinHouse qui l'avait obtenu. Mais nous, en tout cas, on a toujours poussé cette souveraineté monétaire à nos clients, mais il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire que tu as un certain type de client qui ne veut pas se prendre la tête, et effectivement, dès qu'il y a une notion de clé privée, de je ne sais quoi, etc., en fait, les mecs sont paumés, donc il faut leur apporter une solution. Et donc, j'en reviens à tout à l'heure, quel est le problème de ton client? Et si le problème et la douleur de ton client, c'est la conservation, bah, faut lui apporter une solution. Donc, sauf que nous, là où on a innové par rapport à nos concurrents, c'est qu'on est les seuls, à ma connaissance, à proposer de la preuve de transparence. Donc, si toi, demain, tu es client chez moi, d'ailleurs, ce que j'espère un jour, n'est-ce pas, et que tu choisis la custody, eh ben, tu auras une preuve de transparence, c'est-à-dire que les bitcoins qui sont en conservation chez nous, tu as une adresse publique et tu peux consulter en temps réel que si, par exemple, tu as 0,5 bitcoin accumulé via Stackinsat, eh ben, tu pourras voir plus qu'un simple chiffre sur une interface, hein, parce que en fait, quand tu vas sur ta plateforme et que tu as des chiffres sur sur l'interface, en fait, c'est des chiffres inventés. En fait. Tu n'as aucune preuve que les chiffres qui t'annoncent sont vrais. D'ailleurs, ça a été le cas de FTX, où en fait, on te faisait croire que tu avais un bitcoin, alors qu'en fait, le mec, il utilisait ton bitcoin pour acheter des yachts et des apparts aux Bahamas, si tu veux. Donc voilà, donc c'est pour ça que tu n'auras. Après, c'est que de la confiance que tu accordes dans la plateforme. Sauf qu'évidemment, dans notre monde, il faut difficilement avoir confiance dans les gens. Hein, voilà. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la blockchain Bitcoin, c'est que elle est publique. Donc nous, en fait, toi, tu vas être le seul, évidemment, à avoir cette adresse. Et tu pourras aller voir en temps réel que les bitcoins que je dis que je conserve pour toi sont bien à cette adresse et sont bien, évidemment, en quantité 1 pour 1 de ce que tu as acheté chez nous. Intéressant, très intéressant. Sauf que malheureusement, tu vois, et c'est ça ma plus grande tristesse, c'est que tout le monde s'en branle. Voilà. Pour être très direct, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, le cataclysme FTX, on en a parlé longuement et puis en fait, ça a été oublié. Et maintenant, en fait, on revient dans un truc où tout le monde s'en fout. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu une petite frustration pour moi, c'est que en fait, les gens sont en custody par défaut. Ils n'ont pas cette volonté de souveraineté monétaire. Ils laissent l'argent ils laissent leur bitcoin ou leur crypto sur les plateformes.
ou en fait vont les staker ou les mettre en lending, je sais pas où. Ce qui en fait, pour moi, est à l'opposition de toutes les valeurs du Bitcoin à la base. En fait, on s'éloigne vraiment des valeurs fondamentales du Bitcoin. Bah, je pense que malheureusement, c'est un ancrage tellement profond dans la tête de tout le monde où tu as tes sous dans ta banque. Et c'est exactement ça dans une banque. Hein. Tu as des numéros qui, en soi, qui ne sont pas l'argent que tu as dans un compte, un petit coffre réservé dans ta banque. Jamais de la vie. Non, mais c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les réserves fractionnaires. Exactement. Et l'argent que tu as dans ta banque, c'est une promesse que la banque te fait, si elle est solvable, de te rendre ton argent. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Donc, en gros, là, on est en train de reproduire un peu la même chose avec le système Bitcoin. Alors, quelque part, c'est moi, du coup, avec ma casquette d'idéaliste, bah, j'ai pris une énorme claque. Après, je suis aussi pragmatique business. Donc voilà, si c'est le sens de l'histoire, et bah, allons-y, tu vois. Même si moi, quelque part, je suis un peu déçu et frustré qu'on ait perdu finalement les valeurs cypherpunk du début, quoi. Peut-être qu'elles reviendront un jour, il suffit de 2-3 banques qui font faillite. Peut-être. Pourquoi pas, hein. Bon, je les souhaite pas parce que ça fait plus de douleur, mais les choses comme ça se créent beaucoup dans la douleur, je pense. Mais c'est vrai que FTX a été effacé très vite. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Justement, on parlait de ça pour tout ce qui va être débutant. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais à un débutant qui rentre un peu dans le monde de l'investissement et surtout de la souveraineté de son patrimoine et de Bitcoin, en quoi le fait de s'éduquer financièrement, pour toi, c'est extrêmement important maintenant? Alors voilà, bah, en fait, si tu veux, quand je vois, parce que ça, pour revenir, pour faire le lien avec ta question précédente, c'est moi, en tant que CEO de Stackinsat, je suis exposé et je vois un nombre d'arnaques. Mais c'est affolant. Tu vois, en fait, malheureusement, les gens sont tellement naïfs et crédules. Alors, je suis désolé d'être violent, mais quand tu vois que tu as des plateformes qui te proposent des rendements garantis à 10% par mois, et que tu vois, tu as des gens qui se disent OK, qui font tête baissée sans avoir de regard critique, c'est là où tu dis qu'on manque d'éducation financière, tu vois. Ouais. Et que, en fait, on devrait, même à l'école, avoir les bases de l'éducation financière. Bien sûr. C'est ça que je reproche finalement au système français. Alors, je ne sais pas ce que c'est dans les autres pays en Europe, mais en tout cas, dans les pays anglo-saxons, tu es très rapidement confronté à cette problématique de gestion financière, ce qui fait que tu es beaucoup plus smart en fait dans tes placements et très rapidement. En fait, on te responsabilise le plus vite. Donc ça, c'est d'ailleurs le problème en France, c'est la retraite par répartition. Bon, on ne va pas revoir un débat politique non plus, mais en fait, ça infantilise les gens, je trouve, en disant bon bah l'État va gérer ma retraite pour moi, donc je me prends pas la tête. Voilà. Ouais. Alors qu'aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, tu as tout de suite cette responsabilisation de l'individu où tu dis gars en fait, si tu veux avoir de l'argent à ta retraite, et ben essaie de te démerder pour trouver une solution pour optimiser la gestion de ton épargne. Tu vois. Alors qu'en fait, en France, bah, en fait, on t'infantilise comme dans tout d'ailleurs. Et bah, du coup, ça ne te pousse pas à aller chercher des réponses quelque part. Ouais. Parce qu'en fait, tu n'as pas de problème. On en revient à ce truc-là, c'est que vu que tu ne ressens pas ce problème, bah, en fait, tu ne cherches pas à trouver des réponses. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut énormément d'éducation. Donc, pour revenir à ta question, il faut que les débutants, d'abord, s'éduquent. Et ça, pour le coup, il y a tout un tas d'informations gratuites sur Internet. Nous, en fait, évidemment, avec Surfing Bitcoin, on essaie d'éduquer dans la dimension Bitcoin, mais plus généralement, je suis sûr qu'il y a d'autres outils gratuits, et ça, j'insiste, vous n'êtes pas obligé d'acheter forcément une formation payante pour avoir les bases de la finance. Vous pouvez à l'ancienne, alors je sais que les gens lisent de moins en moins, mais tu peux acheter un bouquin à la FNAC à 20 € sur les bases de la gestion d'épargne, en fait. Hein. C'est un truc assez basique. Donc, c'est vrai que je dirais déjà, éduquez-vous, ne prenez pas les sirènes de vos influenceurs préférés qui disent acheter telle ou telle crypto sans même vous-même avoir un regard critique sur. En fait, c'est le fameux Dior Urban Research, hein, mais qui est évidemment vrai. Donc, c'est pour ça que la première chose pour un débutant, c'est évidemment de s'informer, de s'éduquer
Pareil sur Bitcoin, parce que c'est ça qui est passionnant avec Bitcoin, c'est qu'en fait, c'est un actif qui a multifacettes. Effectivement, tu as aussi, et c'est ça aussi qui a fait son succès pendant les années Covid, c'est que les gens étaient enfermés chez eux, et surtout, tu as un mec qui s'appelle Emmanuel Macron qui dit à la télé, quoi qu'il en coûte. Et on te dit, mais attends, je comprends pas comment ça, quoi qu'il en coûte. Et c'est là où les gens, en fait, ont commencé à s'intéresser un peu à la monnaie, à la création monétaire. Et c'est ça qui a été d'ailleurs une des vertus de cette période Covid. Alors, je ne sais pas toi, quel est ton retour sur cette période. Mais en tout cas, ça a permis aux gens, je pense, de s'éduquer davantage par rapport à d'autres générations qui, finalement, n'avaient pas pris le temps de s'éduquer sur ces problématiques-là. Tu vois, je ne sais pas si toi, tu as un avis là-dessus, d'ailleurs. Mais ça a été une période, je pense, pour beaucoup de gens, de s'informer par rapport à ça. Ouais, j'y avais jamais réfléchi à cette dimension. C'est compliqué de dézoomer parce que forcément, j'interagis avec les membres de ma communauté qu'avec des gens qui essayent de se former. C'est vrai que je vois énormément Tu vois, moi, j'ai 25 ans. Les gens autour de moi n'en ont rien à battre de l'investissement. Le seul premier truc, c'est acheter ton premier appart, ta première maison quand tu as ton taf. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose déjà qui vient tard et le schéma classique, c'est 25, enfin entre 20, 25, 30 ans, j'investis extrêmement mal, je perds tout mon capital, je me dis investir, c'est pas pour moi. Je pars 10 ans, je reviens à 40, 45 ans quand j'ai un peu plus de pouvoir d'achat. Et ouais, complètement, il y a une sorte de nihilisme financier ou de volonté. Je ne sais pas si c'est vraiment une volonté, mais pareil, c'est une programmation, c'est un ancrage sur le fait que on n'a pas spécialement besoin de s'éduquer à l'investissement et d'avoir des ressources simples. Ça permet quand même de se développer. Je pense que les gens commencent à comprendre par défaut parce que ton pouvoir d'achat est en train de se faire exploser, donc tu es quand même en train de te dire à un moment, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution mais il y a quand même encore énormément de travail d'éducation à faire. Je sais que vous en faites beaucoup avec Surfin, d'ailleurs. Ça fait Exactement, et ça, c'est un peu le truc que j'ai depuis le début, c'est que, comme je te disais, c'est vrai que j'essaie d'éduquer au maximum à travers Surfin Bitcoin, parce que, en fait, je pense que les gens en ont besoin, et surtout, dans cet écosystème crypto, où en fait, malheureusement, les médias traditionnels et aussi beaucoup de gens ont contribué sur ces amalgames entre Bitcoin, crypto, NFT, blockchain, DeFi, etc., où en fait, les gens sont perdus dans cet univers. Et c'est pour ça que nous, quelque part, on caricature un peu en disant Bitcoin versus le reste. C'est vraiment plus dans une logique d'éducation. Alors, effectivement, on nous reproche des fois d'être maximaliste, même si j'assume cette casquette sans problème. Et effectivement, on a cette volonté d'éduquer et d'éduquer aussi sur l'aspect économique et monétaire. Parce que c'est ça qui, qui, moi, personnellement, me passionne. Mais avant de parler crypto, blockchain, je sais pas quoi, c'est d'abord, est-ce que tu sais comment créer l'argent? Est-ce que tu sais ce qu'est une banque centrale, une banque commerciale? Tu vois, et c'est ces notions-là qui sont super importantes parce que, quelque part, c'est la monnaie qui dirige le monde. Donc intéresse-toi à ça, intéresse-toi à ces mécanismes. Effectivement, ça peut paraître impressionnant au début et tu dis c'est trop compliqué, donc je vais rien y comprendre. Or, en fait, les mécanismes basiques sont finalement assez simples. Et c'est pour ça qu'on continue à éduquer. Et c'est aussi pour nous un lead magnet. Pour revenir sur la partie business, Surfin Bitcoin, c'est notre outil d'acquisition. Parce que nous, derrière, une fois que la personne est à peu près éduquée, et on lui dit, quand tu as compris Bitcoin, c'est super, ça tombe bien. On a une solution qui s'appelle le plan épargne Bitcoin, qui te permet d'épargner à long terme à partir de 10 euros dans une logique de dollar cost averaging pour limiter les risques, parce qu'évidemment, Bitcoin est très volatile. Et le DCA permet de diviser par 2 la volatilité du Bitcoin à long terme, donc ce qui est quand même énorme. Et donc, c'est pour ça que nous, quelque part, Surfin Bitcoin est extrêmement complémentaire avec Stackinsat. Et c'est ce qui a fait, en fait, une partie, je pense, de notre succès, avec, encore une fois, je pense aussi la principale différence. Ça, c'est important peut-être aussi pour l'audience de savoir qu'est-ce qui différencie Stackinsat des autres plateformes. J'en ai un peu parlé, c'est
déjà la souveraineté. Enfin, déjà, en fait, c'est que nous, je dirais qu'on est un peu plus des puristes, des idéologues, si on peut dire ça comme ça, par rapport à la volonté de Satoshi Nakamoto, etc., de base. C'est-à-dire que nous, on pense que c'est très important d'avoir cette souveraineté monétaire. Donc, c'est pour ça qu'on t'incite par défaut à avoir ton propre ledger et à avoir tes propres bitcoins. Donc, nous, on a aussi cette preuve de transparence qui nous différencie des plateformes, parce que si tu es en custody chez nous, bah, tu as la garantie que les bitcoins sont bien chez nous à travers cette fameuse adresse, cette adresse publique qui te permet, toi, de constater ça. Après, nous, on a aussi des plans, des plans premium, ce qu'on appelle, où tu peux, bah, justement, si tu t'engages sur un certain niveau de volume, donc si tu t'engages par exemple sur 10 000 euros, donc on a ce premium 100, où tu vas payer 100 euros upfront jusqu'à 10 000 euros de volume, mais sans limite de temps. Donc en fait, effectivement, tu vas. Et donc là, en fait, tu es gagnant parce que tu vas payer moins de frais, parce que normalement, on est à 1,5%. Ouais. Mais si tu fais 10 000 euros pour 100 euros, bah forcément, ça te revient à 1%. Donc voilà, donc, du coup, je pense qu'on est extrêmement compétitif. On n'a pas aussi de frais cachés parce que tu as énormément de plateformes. Tu vois, alors je ne vais pas les citer, mais qui font justement du zéro frais, alors qu'en fait, derrière, ils ont des spreads et des frais cachés de ouf, si tu veux. Donc nous, on n'a pas ces arguments marketing qui, évidemment, sont très forts et qui souvent fonctionnent bien. Mais quelque part, nous, on garde notre éthique de Bitcoiner, et c'est important pour nous. Donc voilà, c'est effectivement un des piliers, c'est éducation avec Surfing Bitcoin. Et ensuite, bah, on t'accompagne avec notre outil Plan Épargne Bitcoin pour t'exposer à long terme sur Bitcoin. Et pour l'audience qui connaît moins Surfing Bitcoin, on n'a pas spécialement expliqué ce que c'était. En 2 mots, tu peux me donner ta vision de Surfing? Bien sûr. Alors, donc comme je disais, on a ce socle fondamental qui est l'éducation. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a lancé la première édition au moment où on a lancé Stack Inside, donc le 1er octobre 2020. Donc, tu vois, ça fait déjà 5 ans. Hein. Donc, on a cette volonté d'éduquer sur Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'on est devenu la plus grosse conférence Bitcoin en France. Où jusqu'à l'année dernière, en fait, on était à Biarritz tous les ans. Donc, c'était une conférence fin août. Donc là, il se trouve qu'on a changé de format. Alors, pour plusieurs raisons. Hein. La raison principale, c'est que... alors, toi, t'es déjà venu à Surfing ou pas? Non, jamais. Jamais. Voilà. En gros, en fait, justement, le problème, c'est que c'était devenu une conférence trop industrielle, trop écosystème. Alors que finalement, on sortait de notre volonté de base d'éduquer le plus grand nombre. Tu vois, en fait, on devenait une conférence d'experts. Ouais. Alors, on a toujours voulu avoir ces journées gratuites, grand public, versus les journées un peu industrielles, professionnelles. Mais on voyait quand même que cette dimension professionnelle bah, devenait plus importante que la dimension éducation, retail, si tu veux. Parce que si je dis pas de bêtises, vous avez toujours, genre, je crois que c'est le vendredi, une journée gratuite et après Voilà. un week-end payant. Voilà, en gros, on avait ça. Alors, c'était plutôt, si je dis pas de bêtises, le mercredi, une journée gratuite, et le jeudi, vendredi, Ok. les journées payantes. Donc Ouais. là, effectivement, c'était tous les mois d'août à Biarritz, donc fin août. Ouais. Donc là, c'est la première fois qu'on ne le fait pas, en 2025. Mais en fait, on a changé de format, où on est parti en mode plutôt Tour de France, où cette fois, en fait, bah, on revient finalement aux fondamentaux. Et cette fois, c'est sur une journée, donc plutôt le samedi. Donc on l'a fait, en fait. Alors, il se trouve que moi, je l'ai fait en Guadeloupe à l'automne dernier, parce qu'en fait, moi, je suis d'origine guadeloupéenne. Donc, dans le cadre de mon voyage en Guadeloupe, j'ai fait le premier Surfing Bitcoin Guadeloupe pour la population guadeloupéenne. Donc, c'était super intéressant d'ailleurs. Donc, ouais, il y avait une centaine de personnes dans un café. Bon, c'était très cool. Et là, en fait, on a fait donc, la deuxième édition de ce Tour de France à Bordeaux, donc fin avril. Et là, du coup, alors, on va probablement en refaire à l'automne ou en fait au printemps. Parce que mine de rien, en fait, c'est quand même beaucoup de taf. Donc là, on hésite sur la prochaine date. Mais en tout cas, l'idée, c'est toujours, enfin, en tout cas, de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire éduquer le plus grand nombre, revenir voilà, aux fondamentaux. Donc, c'est quoi l'économie?
c'est quoi la monnaie, c'est quoi le système bancaire pour arriver justement naturellement vers Bitcoin. Et pas justement d'autres types de conférences où ça part dans tous les sens, etc. En tout cas, nous, on a vraiment cette identité-là. Et surtout, toujours, en tout cas, on veut vraiment adresser le grand public. Ouais, ça serait beau un événement comme ça. Parce que je suis jamais allé à Surfing Bitcoin, mais la représentation que je m'en ai fait, c'était justement ça, tu vois. C'était qu'il y a un certain prix d'entrée pour ce qui est payant, qui est quand même élevé pour des comment dire, des non-professionnels, des gens qui viennent juste pour passer un week-end. Et donc, je pense que vous vous êtes attiré une communauté très, très expertisée, enfin vraiment des gens du milieu, et que quand tu vas à un événement comme ça, je pense que ça doit être difficile de cloisonner et d'avoir. Je pense que tu peux que proposer soit un truc grand public, soit un truc expert. Et peut-être que c'est une idée vraiment lambda, dont vous avez sûrement déjà exploré, mais un événement de temps en temps, peut-être dans l'année purement grand public, tu vois, alors pareil, il y a des contraintes, mais 30, 40 balles l'entrée le week-end avec le plus de monde possible, uniquement orienté grand public, je pense que ça pourrait vraiment attirer pas mal de monde. Eh ben, c'est ce qu'on a fait à Bordeaux. On a fait à Bordeaux, c'était 20 €. Magnifique. Bah, tu vois, c'est vrai. Exactement ça. Donc, à Bordeaux, donc c'était le 26 avril. On a fait une journée où on a eu 500 personnes quand même. Ah bah ouais, super. Voilà, donc ça a plutôt très bien marché. Où c'était 20 € l'entrée. Et d'ailleurs, nous, en fait, bon, ça c'était aussi un outil marketing pour Stackinsat, c'est si jamais tu étais convaincu à la fin de cette journée, bah, en fait, on te remboursait ton billet 20 € en carte cadeau Bitcoin sur Stackinsat. Très sympa. Ouais, très sympa. Donc ça, pareil, ça a plutôt bien marché parce qu'on a transformé un peu plus de la moitié de l'audience. Donc on a eu plus de 250 clients comme ça. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Et c'est justement ce que tu disais, c'est que nous, on était devenus justement, et c'était difficile de faire les deux, même si d'un point de vue business model, le problème des journées grand public comme on a fait à Bordeaux, c'est que c'est plus difficile de trouver des sponsors. Bien sûr. Tu vois, alors que du coup, dans une dimension plutôt B2B, là, alors déjà que nous, en fait, Bitcoin, c'était difficile de trouver des sponsors, parce que vu qu'on n'est pas crypto et qu'on a une certaine éthique, évidemment, on ne prenait pas le dernier shitcoin qui voulait lancer son ICO, si tu veux. Donc, c'était déjà difficile, d'un point de vue modèle économique, de trouver des partenaires et des sponsors avec le format, on va dire, historique. Et là, en fait, le format grand public, ce qui est difficile, c'est de trouver des sponsors, parce qu'il y a beaucoup moins de sponsors retail, en fait. Donc, et surtout qu'on ne veut pas trouver, évidemment, des concurrents directs à Stackinsat. Bien sûr, ouais, ça aurait pas de sens. Mais ouais, c'est vrai, c'est une bonne chose parce que les conférences, j'en ai fait pas mal cette dernière année, enfin là, depuis 2024-2025, et c'est vrai que c'est beaucoup, désolé du terme, mais pour la plupart des conférences, de branlettes intellectuelles entre experts qui n'intéressent pas les gens sur place, tu vois. Et c'est pour ça que ramener, et j'ai pas l'impression qu'il y en ait, même en termes TradFi, tout ça, ramener un événement purement orienté conservation du capital, souveraineté monétaire, etc. Ça, c'est génial. Il y a une vraie... Et je suis plutôt d'accord avec ton analyse. Et même en général, les gens dans ce genre de conférences, ils viennent même pas pour les conférences, ils viennent surtout pour networker. Exactement. Alors que nous, justement, et ça d'ailleurs, j'espère que tu pourras en témoigner, mais on a toujours voulu mettre énormément d'énergie et de ressources sur le contenu. Et nos conférences qui ont été rediffusées, évidemment, sur YouTube, nous, tu verras, je ne sais pas si tu en as déjà regardé, mais on a justement voulu proposer le meilleur contenu possible et pas un contenu sponsorisé dans le sens où quand tu vas dans des conférences, en fait, tu as des mecs qui s'assoient sur des chaises et ils racontent leur marketing, si tu veux. Bah, complètement. Et donc, c'est pour ça que finalement, les gens ne vont pas dans les conférences, ils s'en foutent, parce qu'évidemment, ils sentent trop le côté commercial. Alors que nous, justement, on a toujours voulu d'abord avoir un angle création de valeur pour l'audience avec un contenu de qualité. Donc, je ne sais pas si tu peux témoigner ou pas, hein, mais si tu as regardé des vidéos de surfing, même si toi, tu n'as jamais été présent, en tout cas, nous, je peux te dire que les salles de conf étaient systématiquement combles, contrairement à d'autres conférences. J'ai déjà croisé une conf de Sébastien Gouspillou, je crois qu'il a dû en faire une, forcément. Une belle... Ouais, non, mais complètement. Mais je suis d'accord avec ça. Il faut vraiment mettre l'accent sur les conférences et arrêter le networking / parce que j'ai déjà fait des conférences comme ça.
où j'étais speaker dans une table ronde. Tu poses une question à un gars, et le gars te dit oui, alors bonne question, parce qu'en fait nous chez notre boîte, nous ce qu'on fait c'est qu'on propose justement, et c'est horrible d'être ici dans la table ronde, et c'est horrible pour les gens. Donc mettre en avant la conférence, ça ne peut avoir que des bonnes plus-values. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jonathan. Ça fait 1h30, je pense qu'on a. Oui, je sais pas. Oui, du coup, je suis en roue libre, comme je t'ai dit. Hein, on a fait un bon tour d'ensemble là. On a parlé pas mal de Stack Inside, de Surfin, ouais, c'est pas mal. Dernière question sur ça. Est-ce que, alors sachant que vous avec Stack Inside, vous avez quand même un business model qui est un peu à la Bitcoin, tu vois, qui est propre, qui bouge pas, et c'est génial. Est-ce que vous avez quand même des projets d'évolution, même avec Surfin, dans les 5 ans à venir, même si c'est large? Qu'est-ce qu'en tout cas on peut vous souhaiter sur tout ça? Alors, par rapport effectivement à Stack Inside, c'est une bonne question. Hein. Donc, nous, effectivement, on va rester toujours sur un produit vanille parce qu'en fait, je pense que plus ton produit est simple, plus il est lisible, plus il est facile à comprendre et plus tu vas avoir un maximum d'adoption de ton produit. Ouais. Ça, c'est ma conviction d'entrepreneur. Alors, probablement que j'ai tort. Nous, on ne va pas lancer justement une plateforme un peu sapin de Noël avec 1 milliard de features. Le but, c'est justement qu'on nous identifie pour du DCA Bitcoin, pour de l'épargne long terme, et qu'on reste sur cette dimension épargne-investissement. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est la mode des néobanques, crypto, etc. Tu lances ta carte, etc. Enfin bref, tout le monde se lance là-dedans. Nous, en fait, on ne va jamais pivoter sur cette notion paiement, parce que déjà, beaucoup de gens le font. Alors, avec plus ou moins de réussite, d'ailleurs, je ne sais pas quel est ton avis sur ce boom vraiment des cartes crypto, etc. En fait, tout le monde fait ça, donc si tu veux, ça devient un peu un gloubi-glouba et tu ne sais pas comment t'y retrouver. Donc, nous, on veut vraiment conserver cet ADN épargne-investissement. Donc, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs une offre premium où on accompagne aussi une clientèle un peu patrimoniale. Parce que nous, il faut savoir que nos clients, en moyenne, ils ont plutôt 45 ans. Hein, donc, c'est pas des jeunes, entre guillemets, de 20-25 ans. Donc, c'est plutôt une clientèle haut de gamme, on va dire, qui épargne à long terme. Donc, nous, on va probablement, en fait, évoluer vers une dimension plus gestion de patrimoine, même si c'est ce qu'on fait déjà un peu, où on accompagne sur la fiscalité, etc. Enfin, on a plus cette dimension-là, plus que sur la partie néobanque paiement. Donc, voilà pour Stack Inside. Donc, on va toujours proposer des produits autour de Bitcoin. Pourquoi pas justement lancer du prêt collatéralisé, donc du prêt lombard, ça on en a aussi, on entend de plus en plus parler. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie des choses qu'on a envie de lancer. On va aussi se positionner sur les stablecoins parce que ça fait longtemps et ça moi j'y crois de ouf. Les stablecoins, ça va progresser de plus en plus dans les prochaines années. Donc, il faut qu'on puisse supporter les stablecoins, ce qu'on ne supporte pas aujourd'hui. Donc, ça fait partie, on va dire, des quelques features qu'on va lancer dans les prochaines années. Et surtout sur Surfin Bitcoin. Donc là, on a changé de format. On a fait ce format donc Tour de France. Et là, on a lancé un podcast, comme toi. Ouais. Donc, sauf que nous, c'est un podcast en studio. Et donc là, on a lancé déjà 2 épisodes. Donc avec Yorick de Montbine, donc sur la partie, donc sur est-ce que Bitcoin sera présent dans la présidentielle en 2027, donc très intéressant. Et on revient aussi dans un épisode avec lui, avec mon associé, sur l'histoire de la monnaie. Je te recommande parce qu'en plus il est très accessible, très simple, et super intéressant, je trouve. Voilà, donc ça c'était les 2 premiers épisodes. Donc là en fait j'en ai déjà en stock que j'ai tourné. Bon, je ne dis pas qui sont les invités, mais ils seront publié à la rentrée. Et on va être sur un format de, je pense, 2 podcasts par mois. Donc orienté, pareil, toujours économie, évidemment écosystème Bitcoin, gestion de patrimoine. Voilà un peu l'angle qu'on aura sur ce podcast. Parce qu'effectivement, ça devient un peu incontournable. Et ça nous aide aussi à toucher une audience beaucoup plus large parce que finalement, notre audience, même si c'est important d'avoir du contact physique avec les gens, nous, on touche dans une conférence, on ne touche que 500 personnes, si tu veux. Ouais. Ou dans les précédents formats, on touchait les 2000 personnes, mais ça ne reste que 2000 personnes. Or, sur une vidéo, et tu es bien placé pour le savoir, nous, déjà, on est plutôt sur du 10 000 vues aussi par vidéo, donc c'est plutôt correct.
Ils sont très corrects pour les premiers. On est entre 5 et 10 par vidéo. Donc voilà, le but évidemment, c'est d'aller. Là, on est quasiment à nos 10 000 abonnés sur la chaîne Surfin. Mais bon, là, du coup, on veut vraiment progresser justement en termes de création de contenu. Donc sur YouTube aussi, sur Insta, même si on n'y était pas trop. Mais là, voilà, avec mon équipe, on va beaucoup proposer de création de contenu éducative sur les réseaux, donc YouTube et Instagram. Et d'autres surprises qui vont arriver, mais ça, je ne peux pas trop en parler. Mais en tout cas, on a des gros trucs qui arrivent sur Surfin à la rentrée, septembre-octobre, vous allez voir, ça va être pas mal. Faut que tu nous fasses un épisode sur Bretton Woods, là, on en a parlé. Et oui, c'est clair. En plus, il y a tellement de choses à dire. Ouais, ça serait vraiment stylé. Ok, bah écoute, on mettra tous les liens en description pour les gens qui ont envie d'aller voir Surfin et compagnie. Puis je suis curieux du prochain Surfin. Je pense que je passerai quand même faire une tête et je donnerai mon retour sur les confs et sur tout ça. Avec grand plaisir. Merci pour ton invitation en tout cas. Bah avec plaisir, merci Jonathan, c'était très cool, on a bien discuté. Et puis bah écoute, à la prochaine quand tu veux. Eh ben avec grand plaisir. Allez, à bientôt. Merci à tous. Salut.